Bonjour tout le monde, ici Katsupilami. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes jeux préférés qui s'appelle Urban Rivals. Alors, cette présentation n'a pas pour vocation d'être une présentation professionnelle. Je suis particulier, j'ai des limites assez strictes en termes de matériel, en termes de budget, en termes de présence. Par contre, j'essaye quand même de faire une présentation la plus complète possible de ce jeu développé par Acute Games et Booster, qui est sorti le 13 février 2006. Alors, pourquoi faire cette présentation? D'abord, pour présenter un jeu que j'apprécie beaucoup, que je trouve très intéressant en termes de stratégie, en termes de bluff, de tactique. Un jeu que je trouve très complet aussi, mais assez facile à prendre en main. Il y a déjà des présentations qui ont été faites, mais je n'en ai pas vraiment trouvé d'intéressantes malheureusement. Donc c'est pour ça je viens faire un peu ma propre présentation, donner un petit coup de pied dans la fourmilière et je vais faire un certain nombre de vidéos pour vous présenter le jeu en tant que tel. Donc là je fais un match pour vous présenter la chose, un petit match, donc vous allez voir le but en fait, on a ici des piles qui permettent d'augmenter la puissance des personnages et le but est de réduire au maximum les points de vie de l'adversaire. Donc si on peut le réduire à 0, on gagne le combat par KO. Ça, c'est le gros avantage, c'est la grosse facilité du jeu. Les règles sont très simples. Après ça, il y a quand même quelques spécificités. Par exemple, justement, l'utilisation des piles, vous voyez ici, mettre des piles augmente la puissance du personnage. Il faut être capable d'anticiper le nombre de piles déposés par l'adversaire. Donc, de mon côté, je joue les Uppers, un clan assez facile à jouer, qui a pas mal de très bons personnages comme Jackie CR que je joue ici. Je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est des personnages. Je vous présenterai exactement les cartes. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà deux onglets ouverts là-haut pour vous présenter le tout. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, donc là, le combat est perdu si l'autre joue bien. On va voir, on va essayer de bluffer quand même. Là, la puissance de mon adversaire étant supérieure, il peut me terminer juste à ce tour-ci. On va voir s'il veut essayer de gagner des points de vie avec l'arc, s'il a des missions à faire, ou s'il veut vraiment me finir. Voilà pour la présentation un peu du jeu. Donc, je vous donnerai l'adresse du jeu dans la description de la vidéo. Vous la voyez ici, urban-rivals.com. Après ça, qu'est-ce que j'ai à dire un peu plus là-dessus? Pas grand-chose actuellement. Je vais vous présenter très rapidement les cartes. Vous voyez ici, on voit plusieurs symboles sur la carte. Voilà, donc il a décidé de m'acheter. C'est bon, ça sera plus rapide. Donc là, on voit le pouvoir des Resyug, son clan, dont on voit le symbole ici. Donc, pour vous présenter une carte, j'ai pris une carte bien franco-française, Petit Coq. Donc vous pouvez le voir, qui porte ses Marianne, qui porte son béret. Il lui manque la baguette, mais il a quand même la ceinture Tour Eiffel. J'ai le petit franchouillard bien de chez nous. Alors, les différentes parties de la carte, les différents symboles que l'on va pouvoir voir sur la carte. On va avoir ici le symbole du clan. Donc le masque représente le clan des Huracan. On va voir ici le nom et l'image. Au niveau des statistiques, on va avoir 2 niveaux pour cette carte-ci. Ça peut monter jusqu'à 5 niveaux au maximum dans l'état actuel des choses. Qui sait, peut-être que ça évoluera un jour. Ça n'a pas bougé depuis 2006 à ce niveau-là. Donc, on va prendre les statistiques sur le niveau max. Une puissance, le point bleu, de 6. Des dégâts, le symbole blanc sur fond rouge, de 3. 2 étoiles.
un pouvoir qui protège le nombre d'attaques et un bonus qui modifie le nombre d'attaques en fonction de la vie restante. C'est-à-dire qu'en début de partie, le bonus sera plus important, en fin de partie, il sera moins important. Donc c'est pareil, il faut arriver à jauger, il faut arriver à vraiment utiliser ces personnages au bon moment. Alors, que représente cette puissance? Que représentent ces attaques, ces dégâts, ces pouvoirs, ces bonus? La puissance, je répète, le point bleu, le point sur fond bleu, représente la puissance de la carte, la facilité avec laquelle cette carte affrontera les adversaires. Une puissance de 6 sera multipliée par le nombre de piles. Donc je vous ai montré rapidement les piles que l'on pouvait mettre. Si vous mettez les piles, vous multipliez la puissance par le nombre de piles pour arriver à un nombre d'attaques. Mettons que je rajoute 3 piles sur les 6 de puissance, on arrive à un nombre d'attaques de 3 plus 1, donc 4 x 6, donc 4 x 6, 24. Après ça sera comparé au nombre d'attaques de l'adversaire. Logiquement, celui qui a le plus d'attaques remporte le combat, remporte le round et fait les dégâts qui sont indiqués ici. Donc sur symbole éclaté en blanc sur fond rouge. Et le but étant de faire 12 de dégâts à l'adversaire, ou au moins d'en faire plus qu'il ne vous en fera. Donc il faut terminer avec plus de vie que l'autre, sachant qu'il y a aussi des moyens de regagner de la vie, des moyens de réduire les dégâts de l'adversaire. Donc ça va dépendre du pouvoir du personnage. Donc le pouvoir du personnage, ici on a une protection attaque. Quand on arrive, donc là on était à 24 attaques, on n'aura pas des personnages comme les uppers par exemple, qui vont pouvoir venir réduire le nombre d'attaques. Donc je vais vous montrer rapidement, on va refaire un petit combat, vous allez voir. Ici, vous voyez, moins 10 attaques adverses, minimum 3. Donc, Petit Coq protège ses attaques. Et pour finir, il a un bonus. Alors, ce bonus, contrairement au pouvoir, n'est pas activé en permanence. Il n'est activé que si l'on possède plusieurs cartes du même clan en jeu. Donc moi, tous mes personnages ici sont des uppers avec le diamant. Donc, tous ont le bonus des uppers qui s'active, à savoir moins 10 attaques adverses, minimum 3. Voilà, donc on va essayer de rapidement contrer l'adversaire. On va voir pour un combat rapide. Alors, bon, celui-ci c'est fait. Donc je vais vous présenter rapidement les clans juste après ce match, leurs spécificités. Et je ferai des vidéos de présentation vraiment par clan. On va revenir dessus un peu plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc mon but, ça va être de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Donc il y aura des vidéos de présentation de clans, des vidéos de présentation des modes, du jeu en tant que tel. On va peut-être faire des vidéos bonus. On va essayer de présenter les guildes, au moins la mienne, pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc voilà pour le programme. Pour l'instant, si on fait juste la présentation des clans, un clan toutes les 2 semaines, rien que ça va faire à peu près 1 an de vidéos. Donc on va voir si on y arrive. Alors, voilà, donc là, Byron, voilà, une carte avec 9 de puissance. Les 9 de puissance ont été introduits très récemment. Auparavant, le maximum c'était 8, comme Jackie. Donc c'est une carte très puissante. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Alors, donc lui, il va être au maximum à 4 x 4, 16 en théorie, moins 10, 6. Donc un pile suffit, et avec la furie. Voilà. Ah, petit lag. Non, c'est bon. C'est reparti. Donc là, on va lui faire 5 points de dégâts. J'ai mis la furie pour augmenter les dégâts de 2, parce que lui, il me fait moins 5 de dégâts. Donc, ce qui est assez élevé.
c'est assez important. Mais on va quand même arriver à lui faire plus de dégâts qu'il ne lui reste de vie. Voilà. Donc je garde toujours un Pils sur la fin. Allez. Et combat gagné par KO. Vous allez voir dans un instant, là il n'a pas cette puissance avec Bridget. Donc j'aurais même pu ne pas pilser, puisque chaque pils lors d'une victoire par KO rapporte des points de combat. Voilà, donc victoire des Uppers pour cette fois. La dernière fois c'était une défaite. Alors, maintenant, petite présentation rapide des clans. Alors là vous voyez, je ne suis pas sur le jeu, je ne suis pas sur le site du jeu. Pour vous présenter ces clans, je passe par deux databases, deux bases de données, pardon. La première qui s'appelle URDB, je vous laisse regarder l'adresse en haut, urdb.kirlat.net. C'est une base de données assez complète, mise à jour assez régulièrement, même très régulièrement, qui a le gros avantage, quand on va voir les personnages, c'est de pouvoir augmenter l'image du personnage, même si on ne le possède pas. Si par exemple on va regarder qui est-ce que je ne possède pas, je ne possède pas les rubbers. Alors, est-ce qu'il y a des rubbers par ici? Alors, les rubbers n'est pas une rareté de cartes, en fait, ce sont des nouvelles cartes qui mettent à jour tout simplement les graphismes d'anciennes cartes. Donc par exemple, vous voyez Natrang qui a été modifié, Natrang RB, et je ne le possède pas, et pourtant quand on peut augmenter la carte au niveau maximum, voire le dessin. Donc vous voyez, les graphismes sont assez sympas. Après, il faut aimer, de toute façon il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça c'est URDB qui a ce mérite de pouvoir augmenter toutes les cartes. La taille du dessin des cartes, en tout cas ceux qui sont disponibles. Autre database encore plus complète qui s'appelle ur.xephon.org. Alors là c'est vraiment très intéressant. On peut aller voir, le temps que ça charge, non seulement l'intégralité des cartes et des clans, là on voit toutes les dernières nouveautés, mais on va aussi pouvoir accéder à son propre compte, avoir des informations très complètes sur la valeur de sa collection, le nombre de cartes en double. Bon, ça lag un petit peu. Voilà, donc vous voyez, carte normale donc carte en double, carte collector donc carte en double, total des cartes, cleans qui est la monnaie du jeu, et total de la valeur de la collection, actuellement 84 millions. Alors, donc, pour revenir sur les clans, on va les faire rapidement un par un. Alors, on va avoir les All-Stars qui vont diminuer la puissance de l'adversaire. Les Bangers qui vont augmenter leur propre puissance, donc le point bleu là, au niveau de la puissance, je rappelle. Les Berserk qui vont diminuer la vie de l'adversaire. Les Fangpi Clang qui vont augmenter les dégâts. Alors, diminuer la vie de l'adversaire et augmenter les dégâts, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque les dégâts peuvent être réduits. Pour bloquer par contre une diminution de vie, il faut absolument un stop pouvoir ou un stop bonus en fonction du pouvoir. Donc si c'est en haut, je le rappelle, c'est le pouvoir, si c'est en bas, c'est le bonus. Le pouvoir est activé en théorie en permanence, le bonus n'est activé que si l'on sort des cartes du même clan. Donc Fangpi Clan, augmentation des dégâts. Les Freaks qui font des dégâts sur la durée, du poison. Les Frozen qui vont permettre d'augmenter à la fois la puissance et les dégâts, mais uniquement en revanche. Donc la revanche, c'est-à-dire que pour que le bonus soit actif, il faut avoir perdu le round précédent. Donc déjà, ce n'est jamais actif au niveau 1, au round numéro 1, et après ça, ça sera actif en fonction des victoires ou des défaites. Donc par exemple, ici on a Aaron qui est assez amusant, il permet d'avoir soit un pouvoir en confiance, soit un pouvoir en revanche. Donc confiance en cas de victoire au round précédent, revanche en cas de défaite au round précédent. Donc voilà pour les Frozen. Les Geist qui permettent un peu de contrôle avec un bonus qui arrête le pouvoir de l'adversaire. Les Hurricanes qui donnent une attaque par vie restante.
Donc c'est fort en début de partie, c'est fort aussi quand il gagne de la vie. On voit par exemple tac, 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 El Gascaro qui fait plus 3 de vie en défaite. Donc si jamais vous perdez de la vie à cause des dégâts de l'adversaire, lui il vous en redonne 3. Pareil, si on utilise Kincho, vous avez plus 5 vies si jamais elle gagne le round. Hein. Il faut absolument qu'elle gagne le round pour que son pouvoir passe. Donc si jamais vous la passez en premier, vous vous retrouvez à 17 points de vie au début, donc plus 17 attaques pour les Huracans. Les Jungo qui font plus de vie. Les Junks qui ajoutent 8 attaques, donc je rappelle, les attaques c'est une fois que l'on a multiplié la puissance par le nombre de pills, après ça on modifie les attaques. Donc si par exemple vous avez Archie, vous lui mettez 3 pills, sachant qu'il y a toujours un pills de gratuit, ça fait 4 pills en tout. 4 x 7, 28, plus 8, 36 attaques. Donc c'est un bonus qui est assez puissant, hein, puisque ça force l'adversaire à pilser. 8 attaques, sachant que jusqu'à très récemment, le maximum de puissance c'était 8, ça équivaut à un pills supplémentaire. Ça n'a l'air de rien, sachant qu'on en a 12, mais ça peut très vite jouer, ça peut très vite être intéressant. La Runta, qui comme les Fang Picklangs ici présents, font 2 dégâts supplémentaires. Alors, je passe les leaders, je reviendrai dessus après, il ne s'agit pas d'un clan en tant que tel, je vous expliquerai à la fin de quoi il s'agit. Ici, les Montana qui font moins 12 attaques adverses, donc pareil c'est très puissant, mais avec un minimum de 8. Donc ça les force eux à mettre au moins un pills, vu qu'ils ont très peu de cartes avec 8 de puissance, hein, vous voyez. Si on descend, le premier ça va être l'Hysteria je pense, oui voilà, l'Hysteria. Mais ils ont tous 6, 7 de puissance maximum, hein, dans l'ensemble. Donc pour arriver au minimum de 8, il faut que même mettre un pills. À partir du moment où ils ont mis des pills, les 12 attaques sont vraiment très puissants. Les Nightmares qui vont bloquer les bonus de l'adversaire. Donc on va souvent se retrouver avec des statistiques brutes, en particulier quand on va utiliser un personnage comme Glorg par exemple ici, qui va à la fois stopper le bonus et le pouvoir. Donc là c'est quasiment des statistiques brutes, à quelques exceptions près. Hein. Je vous laisserai chercher par vous-même. Tous les pouvoirs du jeu, il y en a des dizaines. C'est vraiment très intéressant, on peut faire ce qu'on veut. Alors, l'exception quand même, c'est un pouvoir qui s'appelle Stop 2 points. Donc, on va voir ça en particulier très facilement chez les Jungo. On va revenir en arrière rapidement. Voilà. Donc, regardez, Stop 2 points, dégâts plus 3. Donc, si en face, vous avez un stop pouvoir, vous augmentez les dégâts de 3. Donc, contre les Geists qu'on a vu qui vont automatiquement stopper les pouvoirs, c'est très intéressant. Ça sera pareil pour les routes, on va revenir dessus. Mais donc souvent, avec ce double stop, qui est Glorg, on va avoir un combat de statistiques brutes. Après ça, on a les Piranhas qui eux aussi sont un stop bonus. Ils sont assez différents des Nightmares quand même au niveau du jeu. Ils font beaucoup moins de dégâts dans l'ensemble. Par contre, vous voyez, dès la première ligne, ils jouent beaucoup sur les pills. Donc, vous voyez là, augmentation de 3 pills, diminution des pills de l'adversaire. Après ça, si on revient, vous voyez, ligne 2, vous avez encore des pills. Ligne 3, encore des pills. Ils jouent énormément sur les pills, même si leurs dégâts sont beaucoup moins importants que ceux des Nightmares. Les Pussycats. Alors, ça c'est un clan que j'ai beaucoup de mal à jouer. J'ai tendance à les jouer de manière très défensive parce que leur bonus fait une diminution des dégâts. Et le but d'un clan, ce n'est pas d'être uniquement défensif. Si vous faites uniquement des clans défensifs, vous risquez de trop perdre ou de faire comme moi, à savoir de ne pas pilser assez. Donc vous verrez, hein, quand je vous ferai la présentation complète du clan, je vous ferai ça un de ces jours. J'essaierai de passer donc outre cette petite faiblesse et on essaiera pendant 1 heure de faire un tournoi avec les Pussycats. Alors, les Raptors, qui est un clan qui vient de sortir, donc vous voyez, il y a très peu de cartes pour l'instant. À ce jour, il y en a 13. Leur bonus annule les modifications de l'attaque de l'adversaire.
Donc, que l'adversaire augmente son attaque, donc comme on a vu avec les Junks ici, qui faisaient attaque plus 8, ou qu'il fasse une diminution des attaques comme avec les Montana, c'est annulé. Et c'est très fort, ce bonus est très fort car il ne s'agit pas d'un stop bonus ou pouvoir. Donc une protection bonus, une protection pouvoir ne fonctionne pas par rapport à ça. Après ça, on a les rescues. Alors, les rescues qu'il faut vraiment jouer en monoclan, hein, je vous expliquerai après le principe du mono et biclan par la suite, puisque leur bonus est en support. Support, c'est-à-dire le nombre d'attaques va être modifié en fonction du nombre de cartes du deck qui sortent. Donc si vous sortez 4 rescues, vous avez attaque plus 12, donc autant de fois que le nombre de rescues. Si vous n'en sortez que 2, vous avez attaque plus 6. Les Riots, pareil, un clan assez récent, dans une optique steampunk au niveau des graphiques, qui est vraiment très sympa, très agréable, hein, personnellement j'apprécie beaucoup, qui va avoir un bonus qui rapporte des pills, aussi bien en victoire qu'en défaite. Si votre personnage gagne ou perd le round, cela n'a pas d'importance, à moins d'un stop bonus, il vous rapporte un pills. Alors que si vous regardez par exemple le pouvoir d'Archimède, les plus de pills ici ne peuvent être déclenchés que si l'on gagne le combat. Après les Riots, on a les Roots qui sont un autre clan à stop pouvoir. Les Sacrum qui diminuent l'attaque de l'adversaire, moins 8 attaque adverse, minimum 3. Les Sentinels qui augmentent leur attaque de 8. Les Skills qui vont protéger le pouvoir. C'est-à-dire que si vous avez un stop pouvoir comme avec les Roots ou comme avec les Gates, cela n'est pas pris en compte, il faut en plus un stop bonus. Donc comme on a vu Glorg tout à l'heure, qui fait à la fois stop bonus et stop pouvoir, sinon le pouvoir est toujours actif. Après ça, on a les Uluwatu qui vont faire comme les Bangers, qui vont augmenter la puissance de 2. On a les Uppers qui vont diminuer les attaques de 10 avec un minimum de 3. Et on a les Vortex qui ont un bonus assez spécifique, défaite, récupération de pills sur 3, sachant que le minimum est de 1. Si vous ne mettez pas de pills, que vous perdez le combat, vous récupérez un pills. Si vous mettez 3 pills, vous en récupérez 2. Donc sachant que c'est arrondi, il peut être intéressant par exemple de mettre 5 pills sur une grosse carte comme Sea Beast, puisque si vous gagnez pour 5 pills, vous faites 8 de dégâts, sachant qu'il y a 12 pills, 12 points de vie. En général, on peut très classiquement considérer, pour simplifier, que chaque écart d'un point de vie vaut un pills dépensé. Par contre, si sur ces 5 pills, vous échouez, vous n'arrivez pas à passer, vous allez récupérer 4 pills. Donc voilà pour une présentation rapide des clans. Alors je vais revenir un petit peu sur la présentation des cartes. J'ai oublié de vous présenter un aspect de la carte. On a vu le clan, on a vu la puissance, on a vu les dégâts, le pouvoir qui est tout le temps actif ou qui est actif en fonction de certaines circonstances. Par exemple, courage, ça veut dire que quand vous jouez en premier dans le round, c'est actif. Si par contre vous jouez en deuxième, ce n'est pas actif. On a vu le bonus qui est actif quand vous avez plusieurs persos d'un même clan qui sortent. On est passé un peu vite sur le nombre d'étoiles. Donc, les étoiles, en fait, très grossièrement, vous représentez la puissance de la carte. Vous voyez, une carte 2 étoiles va avoir 3 de dégâts, une carte 5 étoiles va en avoir 8. Alors, c'est très grossier, ce n'est pas tout à fait ça. Mais globalement, vous pouvez considérer que plus une carte a d'étoiles, plus elle est puissante. Ça, c'est vraiment la base. Alors, ces étoiles n'ont pas ce seul but de définir la puissance de la carte. Ils vont aussi permettre une chose, c'est de définir qui a la priorité. Donc, une personne qui va avoir plus d'étoiles que son adversaire qui sortent va jouer en premier.
Alors, ce n'est pas forcément un avantage de jouer en premier, parce que ça veut dire que vous êtes obligé de dévoiler dès le début votre stratégie à votre adversaire. Alors, il ne sait pas tout de suite combien vous mettez de piles, hein, vous avez vu pendant les combats, on va en refaire un tout à l'heure. On ne sait pas combien l'adversaire met de piles, mais on sait tout de suite quel est le personnage qu'il joue en premier, et on va pouvoir adapter notre propre stratégie à, à la stratégie de l'adversaire. Il y a autre chose aussi au niveau de ces étoiles. Vous voyez ici, vous avez une carte 3 étoiles avec 6 de puissance et une carte 2 étoiles avec 6 de puissance aussi. Si les deux cartes finissent avec le même nombre d'attaques, on va considérer par exemple que la modification d'attaque n'a pas marché. On n'a pas mis de piles, on se retrouve à 6 et 6 attaques. C'est la carte qui a le moins d'étoiles qui gagne. Elle est considérée comme moins puissante, donc elle a la priorité en cas d'égalité dans le nombre d'attaques. Voilà. Donc maintenant que c'est présenté très rapidement au niveau des cartes, on va revenir un petit peu en match. On va refaire un ou deux matchs pour revoir comment ça se passe exactement. Donc on fait combattre, là ça va rechercher un personnage au hasard. Un adversaire au hasard. Donc, mon adversaire va jouer 3 clans. Ça, c'est souvent quelque chose que je considère à titre personnel comme une erreur, d'autant qu'il y a les rescue. Parce que vous voyez, sur ces 4 cartes, il y en a 2 qui ont leur bonus, et encore en support, donc ça ne fait que plus 6, ce n'est pas énorme. Et vous avez 2 cartes, Chloé et Tiwi, qui n'ont pas de bonus, qui n'ont rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, comme on est en courage, vous voyez, vous avez courage. Comme c'est moi qui joue en premier, j'ai ce qu'on appelle le courage. Courage, vous voyez ici, puissance plus 2. Je n'ai pas de courage, par contre j'ai l'inverse, j'ai la riposte, comme à mon adversaire actuellement, c'est-à-dire que je joue en deuxième dans le round, et ça peut déclencher d'autres effets. Voilà, donc là on va mettre 2 piles. Vous voyez, donc là j'ai 2 piles, c'est toujours ajouté à 1 piles classique, donc ça me fait 3 x 7, 21 attaques, pardon. Et je vais retirer 10 attaques à mon adversaire, sachant qu'il avait un support plus 6. Donc lui, il a mis tous ses piles, donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez, il a un pouvoir en soin 1 max 8, donc il est en train de faire des missions pour essayer d'avoir du soin. Donc on va faire un petit peu traîner le combat si on peut. Oui, c'est bon, moins 4 de dégâts, plus 3 de vie en défaite. Donc on va commencer par mettre des personnages pas trop, on va pas faire trop de dégâts. On va pas mettre les revanches dégâts plus 2, de toute façon on va avoir largement de quoi gagner le combat. Donc on va être gentil, on va pas lui faire trop de mal. Voilà, donc vous voyez, là je n'ai pas mis de pile, je reste à 7, et mon adversaire est descendu à 3 du fait de mon bonus. Donc là, je l'ai descendu à 5 points de vie, il regagne des points de vie du fait du soin et du fait de la défaite en points de vie. Alors, 8, donc si je mets Lady, il va tout de suite se faire tuer. Non, c'est bon, il a Chloé. Donc on va mettre Lady. Il a Chloé, il va réduire les dégâts de 4, donc je vais lui faire 4 de dégâts. On va la mettre en furie, vous voyez. La furie, ça dépense 3 piles pour faire plus 2 de dégâts. Donc là, comme il me réduit de 4 dégâts, ça va faire 6 dégâts. Donc il va se retrouver à 2 points de vie, il a un point de soin, donc il se retrouvera à 3 points de vie à la fin du round. Mais toujours en faisant sa mission de soin, donc là on a déjà gagné le combat en gros, donc on peut se permettre d'être gentil avec lui. Alors par contre sur le dernier tour, le soin ne va pas marcher, parce que là je vais le mettre KO. Donc comme il descend à 0 point de vie,
peut soigner quelqu'un qui est mal en point, on ne peut pas soigner un mort, donc le soin ne va pas marcher sur ce dernier round. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oui, il va se retrouver... Alors, pour vous montrer un peu comment ça se passe, le calcul. Donc là, il a 0 piles, hein, donc on ne va pas prendre en compte. Il a 6 de puissance. Il a courage puissance plus 2, donc il se retrouve à 8 de puissance. Donc x1 vu qu'il n'a pas de piles supplémentaires. Il a plus 6 attaques du fait du bonus, ça fait 14 attaques. De mon côté, j'ai 7 attaques, mais je réduis ces 14 de 10. Donc il se retrouve à 4 attaques. C'est comme ça qu'on calcule rapidement. Je vais mettre un pills par sécurité, mais il n'y en a absolument pas besoin. Là, on va gagner directement. On aurait pu gagner sans ce pills. Voilà. Donc, toujours petite animation en des uppers en cas de victoire. Alors, vous avez vu pendant le match, on a sorti 4 cartes. Ces 4 cartes, d'où viennent-elles? Ces 4 cartes viennent d'un deck, ce qu'on appelle un deck, c'est-à-dire un paquet de cartes que l'on crée qui sert à choisir nos propres cartes. Alors, si on regarde mon propre deck, voilà, j'ai fait un deck de 8 cartes. 8 cartes, c'est le minimum. C'est aussi globalement le maximum utilisé. Vous cherchez à mettre les meilleures cartes possibles dans votre deck. À partir de là, pour avoir plus de chances qu'elles sortent, sachant qu'il y a 4 cartes qui sortent, vous essayez de ne pas dépasser les 8. Il y a quelques exceptions qui sont assez rares. Ça, pour l'instant, on ne va pas revenir sur ces exceptions. Pour l'instant, elles ne sont pas utiles. Alors, vous voyez ici, vous avez des symboles supplémentaires par rapport aux cartes qu'on avait vues sur URDB. Donc, vous avez le coût de la carte, tout simplement. Bon, ici, 24 000 cleans, c'est une bonne carte. Vous avez, voilà, cette petite pile de barré, ça veut dire que Dorian ne peut pas être joué en Elo. Alors, l'Elo, c'est un mode de jeu un peu particulier qui est très stratégique avec des interdictions de personnages, des interdictions permanentes et des interdictions temporaires. Ces interdictions temporaires sont décidées par les joueurs en fonction de leur score. Plus il y aura un score important et plus il y aura de points de vote à dépenser. Mais il y a aussi des décisions d'exclusion permanente, comme par exemple Jackie, qui est très puissante pour une 4 étoiles, qui est bannie en permanence. Deuxième symbole que l'on voit aussi sur Jackie, une coupe avec une flèche vers le bas. C'est-à-dire que pendant le mode des tournois quotidiens, vous avez un malus en points. C'est-à-dire que si Jackie sort dans votre deck, vous avez moins 10 points de victoire en cas de victoire. Donc c'est vraiment très important, c'est très pénalisant. Alors, c'est une très bonne carte. Sur les anciens modes de calcul, c'était pas si pénalisant que ça, c'était 2 points en moins. Pour une carte 4 étoiles qui fait 8-6, ça valait vraiment le coup de la mettre. Mais là, moins 10 points direct, c'est très dur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu combien on a fait de points tout à l'heure. Donc là, je reviens sur mon profil. Donc, profil, je vais vous présenter rapidement ça tout à l'heure. On va regarder le dernier combat, on a gagné 36 points. Alors, il faut savoir que les 36 points, j'ai obtenu des points supplémentaires parce qu'il me restait des pills alors que je l'ai fait KO. Normalement, c'est 2 points par pills supplémentaires, par pills restantes quand l'adversaire est KO. Donc, vous voyez, en gros, on va dire une victoire en tournoi, c'est 20-25 points quand vous vous débrouillez bien. Moins 10 points dessus, c'est énorme. Donc c'est beaucoup plus pénalisant maintenant de la jouer. Ce qui n'empêche pas certains de le faire. Après, c'est un choix personnel. Alors, au niveau, donc, maintenant, on revient sur la création du deck en tant que tel. Comme je vous disais, vous pouvez mettre 8 cartes minimum, et vous pouvez mettre plus. Je vous le déconseille. Dans ces 8 cartes, je vous conseille plusieurs modes
on va dire, de jeu. Alors, soit vous faites comme... Bon, là j'ai fait un peu le gros bourrin, hein, j'ai mis des cartes 5 étoiles seulement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça me donne plus de chances de jouer en premier, mais vu que ce sont des cartes très puissantes, ça ne me gêne pas. Donc, par contre, en dehors du nombre d'étoiles, vous allez pouvoir mélanger les clans. Alors, je vous conseille plusieurs types de decks. Les decks comme celui-ci, monoclan. Vous mettez 8 cartes d'un même clan. Vous êtes sûr à 100% d'avoir en permanence le bonus activé, sauf quand vous tombez évidemment face à un stop bonus. Donc que ce soit les Nightmares, que l'on voit ici, les Piranhas que l'on voit là, ou d'autres clans qui ont des personnages avec un stop bonus. Ça c'est assez fréquent, c'est très utilisé en Elo, les stop pouvoir, stop bonus, ça permet de prendre un peu de contrôle sur l'adversaire quand il y a des pouvoirs ou bonus qui sont trop forts. Donc ça va surtout être des stop pouvoirs d'ailleurs, parce que là vous voyez, si on regarde Vanekton, vous avez croissance puissance plus 2. Donc à chaque round, il va gagner 2 de puissance supplémentaire. Donc au round 1, il gagne 2, donc il se retrouve à 4-7. 4, c'est assez faible hein, par rapport au calcul. Par contre, au round numéro 4, il gagne 8 de puissance. Donc il se retrouve à 10 de puissance. Et là, c'est très fort. 10 de puissance, c'est énorme. Par contre, contre un stop pouvoir, il se retrouve à 2. Et donc là, il ne peut plus rien faire. 2 de puissance, c'est ridicule. Il ne peut rien faire. Donc vraiment, prendre en compte le contrôle. L'autre possibilité pour du monoclan, c'est de prendre avec eux un leader. C'est-à-dire que vous prenez cette carte de clan, vous ne mettez pas par exemple Vanekton, c'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quelle carte, et vous mettez à la place un leader. Alors, je n'ai pas montré tout à l'heure les leaders en vous disant que c'était un clan à part. Leur bonus fait que si vous avez plusieurs leaders dans le deck, vous annulez le pouvoir des leaders. Donc il ne faut surtout pas, en aucun cas, mettre plusieurs leaders dans les decks. Donc, pareil, comme toujours, vous avez une exception, c'est quand vous allez dans les salles d'entraînement, là vous pouvez mettre Vansar qui fait gagner plus rapidement de l'expérience à vos cartes, et si vous avez un autre leader qui n'est pas à son niveau maximum, parce que donc oui, comme on avait vu tout à l'heure, hein, on a plusieurs niveaux, quand vous gagnez un leader, vous l'avez au niveau 1. Donc là, évidemment, vous pouvez utiliser Vansar et l'autre leader. Par contre, n'utilisez jamais plusieurs leaders dans un combat normal. Vous choisissez un seul leader en fonction du pouvoir qui vous intéresse. Par exemple, moi, ici, j'ai joué avec les Uppers qui ont un bonus sur la modification d'attaque, donc qui est assez puissant, hein, 10 d'attaque en moins, c'est très intéressant. Je pourrais choisir, par exemple, pour aller avec ce bonus, pour continuer à bien, à vraiment continuer dans cette optique attaque, dans cette optique très rapide, qui permet des erreurs de pills, et qui fait que l'adversaire est en tous les cas obligé de mettre des pills, Hugo est très bon. Par contre, sachant que 10 attaques, c'est déjà pas mal, on n'est pas obligé de repartir sur Hugo, on va pouvoir repartir sur Eric, par exemple, qui va diminuer la puissance de toutes les cartes adverses de 1 jusqu'à un minimum de 5. Donc, vous voyez, moi j'ai des cartes à 8 et 7 de puissance, c'est pas mal, à l'exception de Lady et Herman, et Vanekton aussi, mais c'est quand même des puissances assez fortes. Par contre, si on se retrouve en face avec d'autres puissances assez fortes, genre 8, 7, ça va diminuer d'un, donc les 8 vont devenir 7, les 7 vont devenir 6, les 6 vont devenir 5, et les 5 vont rester 5 puisque le minimum était de 5. Après ça, ça peut se cumuler. L'intérêt du leader, c'est que son pouvoir est actif en permanence. Vous n'avez pas de conditions d'activation du pouvoir du leader. Vous ne pouvez pas stopper le pouvoir d'un leader adverse. Il est toujours activé. Donc après, à vous de voir quel leader utiliser, à vous de voir si vous en utilisez un. Voilà.
À vous donc de voir tout ça. Ça, c'est vraiment un choix personnel, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'en utiliser. Alors, ce qu'on va faire, donc on va récapituler rapidement ce qu'on avait dit pour les possibilités. Donc, 8 cartes d'un seul clan. L'autre possibilité, toujours sur du monoclan, c'est 7 cartes d'un clan et un leader. Jamais plus d'un leader, je le répète. Alors, autre spécificité des leaders, c'est que contrairement aux autres cartes, vous n'avez pas besoin de les acheter, vous les gagnez. Donc à l'exception de Solomon, vous gagnez vos leaders tous les 5 niveaux. Donc les premiers vont être Timber et Vansar. Donc Timber qui augmente les dégâts, Vansar qui va augmenter l'XP, mais uniquement utile, on va dire, dans les salles d'entraînement, comme je vous disais, donc les cartes vous les avez au niveau minimum, donc ça va permettre d'augmenter les cartes à ce niveau-là. En dehors de cette salle d'entraînement, n'utilisez jamais Vansar, il ne sert à rien. Je simplifie, mais n'utilisez pas Vansar en dehors de l'entraînement. Après ça, au niveau 15, vous avez Hugo, qui va augmenter votre attaque. Au niveau 20, il me semble, vous avez Bridget, qui vous fait plus 1 de vie par tour. Alors, 1 de vie, c'est pas si énorme que ça, quand on a 12 points de vie à première vue. Mais quand on regarde, vous voyez, là, il y a 5 de dégâts, 7 de dégâts. Si je mets les deux, en 2 tours, c'est mort. Avec Bridget, au contraire, en 2 tours, il y a eu 1 point de vie de gagné et même 2 points de vie de gagné parce que je n'ai pas réussi à mettre l'autre KO. Donc, en 2 tours, ce n'est pas mort. C'est cet avantage-là. Après ça, alors on va revenir ici. L'autre possibilité, ça va être en plus des 8 cartes. J'ai perdu ça, voilà. L'autre possibilité, c'est du biclan. Donc le biclan, ça va être 4 cartes de 2 clans. Enfin, 4 cartes d'un clan et 4 d'un autre. Alors, cette configuration de 4 et 4 cartes fait que vous aurez moins de chances d'avoir le bonus. Sur les 8 cartes que vous tirez au hasard de votre deck, vous pouvez très bien vous retrouver avec... Ah, petit problème de souris, je vous prie de m'excuser, voilà. Donc, vous pouvez vous retrouver, si vous avez 4 uppers et, mettons, 4 skills, complètement au hasard, je prends le premier qui passe. Vous mettez 4 uppers, 4 skills, vous pouvez vous retrouver avec les 4 uppers ou les 4 skills, auquel cas les 4 ont leur bonus activé. Vous pouvez vous retrouver avec 2 uppers et 2 skills, le bonus est activé aussi, pour les 4 cartes. Par contre, si vous vous retrouvez avec 3 uppers et un skills, le skills n'a pas son bonus. Si vous vous retrouvez avec 3 skills et un upper, le upper n'a pas son bonus. Alors, ça diminue les chances d'activer le bonus, par contre, ça augmente les possibilités du deck. Ça permet d'avoir, par exemple, soit un deck très agressif avec des uppers et des Montana qui ont des bonus assez similaires. Personnellement, je le déconseille en général, même si Uppers Montana est très fort, c'est une exception, mais par exemple, on ne va pas jouer les Uluwatu. Ah oui, évidemment, dans mon deck, je n'en ai pas. On ne va pas jouer des Uluwatu qui ont plus de puissance avec des Bangers qui ont en bonus à plus de puissance. Alors, pourquoi ne pas faire ça, même si ça paraît bien? Le problème, c'est que vous diminuez vos chances d'avoir votre bonus pour avoir le même bonus. Ça ne vaut pas le coup. Il n'y a pas assez de complémentarité entre les cartes en général pour prendre ce risque. De même, tout ce qui est modification d'attaque en général, donc Sacrum, Sentinelle, Uppers, Montana, Junks, en général, vous ne les jouez pas ensemble. À quelques exceptions près, bien sûr. Là, c'est à vous de voir. Mais vous ne les jouez pas ensemble parce que si vous les jouez ensemble, vous avez soit une carte sans bonus, soit des cartes
avec un bonus qui est très similaire. Ça ne vaut pas le coup, je trouve. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc 4 cartes d'un clan et 4 cartes d'un autre. Par contre, si on prend donc les Uppers. Les Uppers sont un clan très agressif avec leur bonus. Et avec en plus des puissances globalement élevées quand on prend les bonnes cartes. Si on prend du Dorian, à la limite, des cartes qui sont très bonnes, par exemple comme Frankie, a une puissance un peu plus faible, il n'a que 6 de puissance, mais il a un pouvoir qui diminue l'attaque, il a un bonus qui diminue l'attaque. Donc c'est vraiment du très très agressif. Vous pouvez le mettre avec... on parlait des Rangers, on va revenir sur les All-Stars qui ont le bonus inverse, qui diminue la puissance. Donc c'est une autre forme d'agression qui va faire que on est obligé de pilser avec eux. Si vous ne pilsez pas avec les All-Stars, leur puissance et leur bonus ne suffit pas pour gagner le round en général. Par contre, si vous pilsez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous pilsez, si vous mettez 2 pils par exemple sur Agustino, vous avez 2 plus 1, ça fait 3 x 6, ça fait 18 attaques. Par contre, si l'adversaire il a 6 de puissance aussi, il se retrouve à 4 de puissance. Donc 2 plus 1 x 3, ça fait 3 x 4 de plus 1, 3 x 4 de puissance 12. Donc il est à 12 d'attaque au lieu des 18 d'Agustino. Vous voyez, c'est l'équivalent d'un pils. En fait, on aurait pu se contenter de mettre une seule pils. On se serait retrouvé à 12 d'attaque aussi, alors que l'autre il a mis 2 pils pour arriver à ses 12 d'attaque. Donc c'est vraiment très intéressant. Plus vous mettez de pils et plus c'est intéressant. Alors que les modifications d'attaque vont au contraire faire que, quel que soit le nombre de pils, vous avez la même modification d'attaque. Ça sera moins efficace à Opils si l'adversaire a une puissance supérieure à la vôtre. En particulier si vous tombez sur des All-Stars. Donc c'est vrai que personnellement j'aime bien justement ce biclan. All-Stars et Uppers. Je le trouve très efficace. On a d'autres biclans qui peuvent être très efficaces. Alors je ne peux pas tous vous les présenter évidemment. On va avoir en exemple les Pussycats qui ont un bonus qui peut paraître avant tout défensif, qui est avant tout défensif au niveau du bonus, donc moins de dégâts adverses, qui permet de ne pas se faire one-shot, mais qui ira très bien avec un clan comme les Frozen, qui ne fonctionne au niveau du bonus que si la partie précédente, que si le round précédent était perdu. Donc vous diminuez les dégâts que vous prenez, et vous pouvez vous-même augmenter les vôtres. Donc par exemple, si on prend le premier Aaron, qui est une carte amusante, vous avez du 8-6. Si jamais vous avez le bonus activé, vous faites du 10-8. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment une puissance et des dégâts qui sont colossaux. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de tous. On ne peut pas avoir que des excellentes cartes. Et même si toutes les cartes étaient excellentes, elles ne peuvent pas être uniquement excellentes dans ce style-là. Si vous prenez par exemple Kalindra, elle a moins de dégâts, par contre elle permet d'avoir un meilleur différentiel, parce que si là vous avez 6 en différentiel direct, là vous avez un différentiel de 8, parce que vous gagnez un point de vie par dégâts. À moins qu'il y ait un stop pouvoir toujours. Donc voilà, les biclans, vraiment, c'est à chacun de voir ce qu'il veut. Des biclans amusants pour le contrôle, par exemple, ça va être Nightmare et Geist, qui sont très sympas. Ça permet de stopper à la fois bonus et pouvoir. Vous avez des biclans qui peuvent être sympas avec, mettons par exemple des Riots qui mettent plus un pills, quelle que soit l'issue du combat, enfin du round, et des piranhas qui jouent sur les pills. Il y a 36 000 possibilités, enfin, pas tant que ça en biclan, vous avez une 25 clans, donc ça vous fait 25 et 24, ça vous fait 49 possibilités, mais c'est déjà beaucoup, sachant le nombre de cartes dans chaque clan. Là, vous voyez 33 cartes pour les Frozen qui sont assez récents.
Si on regarde les Junks qui sont parmi les premiers, qui est l'un des premiers clans du jeu en 2006, ils ont 55 cartes. Après ça, toutes ne sont pas aussi bonnes, toutes ne peuvent pas être obtenues dès le début. Je pense en particulier aux collectors. Vous ne pourrez pas les avoir dès le début du jeu, hein, à moins de dépenser des sous sur eBay, ce qui d'ailleurs est interdit par le staff, mais vous ne pourrez pas les avoir dès le début du jeu. Par contre, une Berserk Girl, on va voir son coût. Vous voyez, alors là on a sur l'IRDB mais aussi sur le repère de Zapatan, on a le prix de la carte. Donc là actuellement, elle est à 1500 cleans environ. Donc ça, c'est une carte qui peut s'obtenir facilement, même si ce n'est pas la meilleure à obtenir au début. Elle est intéressante pour la collection parce qu'elle a existé en deux versions. Une version collector, enfin une version, la première version qui est sortie, Berserk Girl, qui ensuite est passée collector, donc c'est-à-dire qu'elle a été retirée du marché. Je vous expliquerai le marché après. Et après ça, elle est revenue en pack sous cette forme-là. Donc avec en plus un pouvoir supplémentaire, vous voyez, hein, là il n'y a pas de pouvoir, là il y a dégâts plus 3. Donc il y a seulement 3 cartes qui sont passées collector et qui reviennent dans les packs. Donc elle est intéressante à ce niveau-là, elle est amusante pour la collection. Après ça, avec 5 de puissance, honnêtement, c'est pas la meilleure carte à obtenir. En dessous de 6, les cartes sont globalement plus difficiles à jouer, sauf si leur pouvoir fait que vous diminuez la puissance de l'adversaire, comme par exemple Drin, vous voyez, elle a moins 3 puissance adverse, minimum 4. Donc, si vous prenez contre un Dafunk par exemple, Dafunk va se retrouver à 4 de puissance, soit moins que Drin, alors qu'elle était à 7. Donc ça peut être très avantageux. Alors, je vous ai parlé donc rapidement de la collector, hein, de Berserk Girl, CR. Je vais vous parler maintenant des raretés des cartes. On va faire ça très rapidement. Hein. Vous avez à la base, à la toute base, 3 raretés. Vous avez les cartes communes, qui sont symbolisées par un bandeau marron en haut. Vous avez les cartes peu communes, on va dire unco aussi en anglais, avec un bandeau argenté, et le bandeau doré pour les cartes rares. Ça, ce sont les cartes de base. Au bout d'un moment, certaines cartes peuvent passer collector. Surtout, n'écoutez pas les gens qui vous diraient que machin va absolument passer collector, achète-moi 200, tu vas gagner plein de sous. On ne sait jamais qui va passer collector. C'est complètement au hasard, on ne connaît même pas les dates, on ne connaît pas les critères, c'est le staff uniquement qui s'en occupe. N'écoutez pas les gens qui vous disent achetez telle carte, elle va devenir collector. Mais il arrive que certaines cartes passent collector. Donc c'est le cas par exemple du mythique Digicore, c'est l'une des premières cartes du jeu, une des premières cartes à être passée collector aussi, puisqu'elle est passée collector le 10 avril, donc très tôt, hein, sachant que le jeu date de février 2006, du 13 février 2006, moins de 2 mois après la sortie du jeu, on avait déjà des cartes qui étaient retirées des packs. On va revenir dessus après. Donc ça, c'est pour la rareté globale. Et vous avez une dernière rareté, une carte avec un bandeau violet. Travis LD dans le cas des Junks. Cette carte est une carte légendaire. Elle ne peut s'obtenir qu'en un seul exemplaire, exemplaire qui ne peut être vendu, et elle ne peut être obtenue qu'en faisant des missions. Alors, ça ne veut pas dire que cette carte est plus puissante qu'une autre. Vous voyez, bon, 3 étoiles, 6, 5, c'est correct, moins 6 de dégâts, c'est énorme, mais minimum 4. Donc minimum 4, pour moins 6, vous voyez, même sur Sirène qui est une 6-6, pareil, c'est relativement correct, vous diminuez à 4. Donc même s'il a moins 6 de dégâts, au final, vous ne lui faites perdre que 2 de dégâts. En fait, cette carte, ce personnage, a pour but de lutter contre un personnage spécifique qui s'appelle Colosse. Colosse est l'un des très rares one-shotters du jeu, et Travis lutte contre Colosse. Donc c'est pour ça qu'il a ce pouvoir-là. Ce pouvoir en soi n'est pas exceptionnel. Vous voyez, on va en prendre d'autres, hein, on va prendre au hasard, si on prend les Django,
Après, je ne les connais pas par cœur, hein, malheureusement. Vous voyez, pour 4 étoiles, 7-5, donc 7-5 c'est la base, moins de vie adverse, minimum 1. Donc, c'est-à-dire que c'est au maximum une 7-7 et qu'elle ne peut pas tuer puisqu'il y a le minimum de 1. Donc, c'est sympa, c'est pas extraordinaire. C'est vraiment pour la collection qu'il y a ces cartes légendaires. Et je répète, donc ces cartes légendaires ne peuvent être vendues, ne peuvent être échangées et ne peuvent être gagnées qu'en un seul exemplaire. Donc, elles apparaissent régulièrement. Alors, on va regarder sur le forum de la guilde, je vais vous montrer rapidement la liste des légendaires et vous dire quand elles apparaissent. Si ça se décide, non, petit problème de connexion, non, c'est bon. Alors, émission, tac, 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 je la... Voilà, les persos légendaires. Donc, vous avez ici l'apparition des légendaires dans l'ordre. Alors, à ce jour, on est le 4 août. La dernière légendaire qui est sortie, c'est Chopper. C'est la légendaire des Raptors, donc le nouveau clan. D'ailleurs, on la voit sur le côté, hein, assez laide, je trouve, mais pourtant très bien dessinée. Et après ça, toutes les 2 semaines, vous allez avoir une autre légendaire qui va revenir pendant un certain temps. Donc là, Chopper, elle date de vendredi dernier, on était le 30 juillet, je crois. 31 juillet, vendredi dernier. Et elle va rester jusqu'au 15 octobre, disponible. Après ça, il faudra attendre de refaire le tour complet des légendaires pour revenir sur Chopper. Donc, vendredi, là, ce n'est pas une légendaire qui sort, ce sont 4 New Blood. Donc, comme je vous disais, on va revenir sur le marché, je vais vous expliquer ce que sont les New Bloods. Il y aura 4 New Blood, et vendredi d'après, il y aura Jax LD qui va ressortir, la légendaire des Geist. Après ça, 2 semaines après, vous aurez Euro, puis Sylvia, etc. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous laisse faire une capture d'écran ou vous recopier pour savoir dans quel ordre ça sort. Hein. Ça, pour le coup, c'est très régulier, ça ne change pas. Alors, maintenant, on va enfin revenir au marché. Alors, qu'est-ce que le marché ? Le marché, c'est pour l'achat et la vente de cartes. Jusque-là, je pense que je ne vais pas vous surprendre. Le marché est limité au début, surtout en termes de vente, quand vous n'avez pas acheté de crédit. Urban Rivals est un jeu gratuit, vous n'êtes pas obligé d'acheter des crédits. Si vous achetez des crédits une fois au début du jeu, vous débloquez la quasi-intégralité, on va même dire l'intégralité des fonctions du jeu à vie. Donc pour 3 € pour l'achat minimum de crédit, c'est quand même une dépense très raisonnable. À partir de là, vous débloquez toutes les fonctionnalités du jeu. Il n'y en a qu'une qui est limitée dans le temps et qui est vraiment inutile par rapport au reste. C'est, vous voyez, ici, moi je possède 4 étoiles. Si je n'avais pas acheté de crédit dans le mois, je n'aurais pas mes étoiles qui apparaîtraient. C'est la seule chose. C'est uniquement un tout petit plus qui ne sert à rien par rapport au reste. Par contre, avoir acheté ces 3 € de crédit au début va vous permettre de complètement débloquer le jeu, va vous permettre d'acheter une dizaine de cartes. C'est toujours un petit plus au début, mais c'est pas énorme. Et après cela, vous n'êtes plus du tout obligé d'acheter. Donc, je vous conseille ce mini-investissement au minimum qui permet de soutenir aussi les développeurs. Malgré tout, c'est une société, ils ont besoin d'argent pour vivre, aussi bien pour payer les salaires que pour continuer à se développer. Enfin, je ne vous apprends pas ce qu'est une société. Maintenant, on va revenir sur le marché. Une fois que vous avez obtenu des cartes, que ce soit grâce à des missions, que ce soit grâce à des crédits, que ce soit par un autre moyen, ces cartes, vous pouvez les revendre et vous pouvez en acheter. Donc, vous pouvez trier en fonction de ce que vous voulez. Si par exemple, comme moi, vous aimez bien les uppers, hop, vous choisissez le symbole des uppers. Ici, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, si vous connaissez le nom du clan, c'est assez rapide de les retrouver. Et vous pouvez les classer par prix, par nom ou par date de sortie. Ça doit être de mise en vente, pas de sortie. Donc,
c'est très très facile de s'y retrouver. Vous pouvez trouver des cartes pas trop chères, 217 cleans, vous voyez. Donc 217 cleans, ça s'obtient en une dizaine de combats perdus. Donc c'est très rapide à obtenir, hein, surtout au début. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une petite carte, n'hésitez pas à vous pencher vers cela. Par contre, comme je vous disais, 4 cartes d'un clan et 4 cartes d'un autre maximum. Donc au début, si vous débutez, si vous êtes des débutants, n'achetez pas des cartes de 36 clans. Ça ne sert à rien. Vous avez un deck qui vous est fourni à la base. Achetez des cartes de ces clans. Tous les clans sont bons. Il n'y a pas un clan qui est meilleur qu'un autre. Ça va dépendre du mode de jeu, ça va dépendre de votre propre style de jeu, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il n'y a pas de clan qui soit meilleur qu'un autre. Ne vous éparpillez pas trop au début. Choisissez-vous un style de jeu. À la limite, si les cartes du début ne vous conviennent pas, regardez les autres clans. Donc passez justement par URDB, hein, franchement ils sont très bien. Vous allez pouvoir voir très rapidement toutes les cartes du clan en un coup d'œil. Donc vous voyez les pouvoirs, vous les comparez, vous regardez les bonus aussi, hein, comme ça vous avez accès à tout. La seule petite chose, c'est que de temps en temps vous avez une petite erreur, qui n'est pas une erreur en tant que telle sur le pouvoir, qui va juste être une erreur de traduction. Ce qui est étonnant étant donné que le jeu est en français à la base, mais vous voyez, pour Byron, ou Byron, comme vous préférez, au lieu de croissance, ils mettent crecimiento. Donc le terme de croissance est remplacé ici par crecimiento. Alors, espagnol, italien, à vous de voir comme vous voulez, mais pourquoi ce terme-là, je ne sais pas. Mais sinon, c'est très compréhensible. Alors, je vais vous montrer rapidement je vais vous expliquer rapidement les pouvoirs des différentes cartes. Je vais vous les expliquer seulement sur les Django, puisqu'ils ont à peu près tous les pouvoirs qui sont représentés. Donc, stop, quand vous voyez un pouvoir qui commence par stop de points, ça veut dire que pour qu'il soit actif, il faut que l'adversaire joue en face un stop pouvoir. Alors, ça peut être des bonus ou des pouvoirs très importants, hein, dégâts plus 3, donc, vous montez à 9 de dégâts, c'est énorme, plus 3 de vie, pour une 2 étoiles, bon pour le coup ça fait pas une carte extraordinaire, mais malgré tout c'est pas si mal. Alors ici vous avez les jeux sur les attaques, là vous avez un pouvoir en défaite, c'est-à-dire qu'il ne s'active que si vous perdez votre round. Donc on avait vu le principe avec les vortex. Ici vous avez une protection, c'est-à-dire que personne ne va pouvoir réduire votre puissance ou vos dégâts. Donc on avait vu les All-Stars qui réduisent la puissance, les Pussycats qui réduisent les dégâts, ça n'existe plus. Pas contre Benicio. Ici vous avez support attaque plus 5. Donc ça c'est très fort quand vous jouez un monoclan. Donc 8 cartes d'un seul clan, à la limite 7 cartes d'un clan et un leader. Ça veut dire que pour chaque carte, y compris lui-même, du clan en jeu, vous allez avoir plus 5 attaques. Donc s'il est le seul Django, vous allez avoir juste plus 5, sachant qu'il a 4 de puissance, c'est pas énorme. Si vous avez 4 Django qui sortent, vous allez avoir 5 x 4, 20 attaques supplémentaires. C'est toujours pas extraordinaire vu la faible puissance, mais pour débuter, c'est pas si mal. Et ça force l'adversaire à pilser, à mettre au moins 2 pils, au minimum, pour être sûr de passer. Sachant que si votre propre personnage passe avec son bonus activé, vous infligez 5 à l'adversaire et vous gagnez 2 de vie. Donc ça fait un différentiel de 7 sur 12, c'est pas mal. Alors, stop bonus, c'est-à-dire que même si l'adversaire a ces deux personnages du même clan, vous allez pouvoir arrêter son bonus. Alors là, moins de vie minimum 1. Donc, bon, vous diminuez la vie, mais par contre, vous ne pouvez pas la ramener à 0 comme ça. Support puissance plus 1. Alors, riposte, ça veut dire que dans le round, c'est votre adversaire qui joue en premier. Si vous jouez en premier, le riposte ne fonctionne pas. Donc, il faut bien laisser l'adversaire jouer en premier avec Breach.
croissance en français fait que vous gagnez un point par tour. Donc là, vous voyez, c'est poison 1, minimum 0. On ne voit pas non plus le minimum. C'est un peu bizarre parfois, mais bon. C'est poison 1, minimum 0. Donc si vous le jouez au tour 1, ça fait du poison 1. Tour 2, ça fait du poison 2. Tour 3, poison 3. Tour 4, poison 4. C'est assez intéressant. Après ça, bon, toujours du stop, attaque plus 7, stop, attaque plus 4, puis croissance, plus de vie, donc bon, ça c'est comme le bonus, c'est-à-dire que, ah oui, pardon, que ce soit au niveau du bonus ou au niveau du pouvoir, ces plus de vie ne peuvent fonctionner que si votre personnage remporte le round. En cas de défaite, cela ne fonctionne pas, sinon il y aurait marqué devant défaite 2 points, plus de vie. Alors, le soin, c'est une mécanique de jeu qui est assez récente, qui doit dater d'il y a 1 an à peu près. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, votre soin va vous permettre d'augmenter vos points de vie tous les tours, à partir du tour suivant où vous jouez la carte, jusqu'à un maximum de 12. Donc si vous la jouez tour 1 et que vous gagnez, vous débloquez ce soin. Tour d'après, votre adversaire vous inflige par exemple lui aussi 4 de dégâts, donc vous vous retrouvez à 8 points de vie, on ne va pas prendre en compte le bonus, hein. Vous vous retrouvez à 8 points de vie, mais avec le soin vous regagnez 2 et vous repassez à 10 points de vie. Si le tour d'après c'est vous qui gagnez à nouveau le round, vous étiez à 10 points de vie, même si vous avez gagné, vous avez à nouveau ce soin qui vous ramène à nouveau à 12 points de vie. Donc c'est très intéressant, c'est très puissant, mais c'est très rapidement limité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pouvoir? Courage. Donc ça, à l'inverse de Bridge qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que vous jouez le personnage en premier dans le tour. Si dans le round c'est vous qui jouez en premier, vous mettez ça. Si vous jouez en deuxième, vous pouvez mettre ça si vous voulez, mais ça ne débloque pas le pouvoir. Ce qui en soi n'est pas forcément gênant si vous êtes sûr de gagner le round, puisque les moins de dégâts adverses, c'est uniquement en cas de victoire de l'adversaire. S'il ne gagne pas le round, il ne vous inflige aucun dégât, évidemment. Après ça, ici, copie bonus. Alors, ça, pareil, c'est une mécanique qui est relativement récente. Vous allez pouvoir copier le bonus. Donc, que ce soit un bonus comme les Django avec de la vie, ça vous permettra d'augmenter encore votre vie, parce que là, il n'y a pas de maximum, ou un bonus offensif comme sur les hoppers, ou un bonus défensif, ça va vous permettre vraiment de jouer comme l'adversaire avec cette carte. Alors, le poison, c'est comme le soin à l'envers. Ça, pour le coup, c'est une très vieille mécanique. Vous pouvez empoisonner votre adversaire. Il faut prendre en compte que le poison ne se déclenche pas au tour où vous le posez. C'est-à-dire que si vous mettez Istrix au tour 1, vous ne lui faites que 3 dégâts. Le poison ne commencera qu'au tour suivant, donc au tour 2. Donc toujours les points de vie, riposte dégâts égale dégâts adverses. Bon là ça parle de soi-même, hein. Si vous posez la carte en deuxième, vous copiez les dégâts de l'adversaire. Ce qui est pas mal parce que pour une 2 étoiles, vous vous retrouvez avec 8 de puissance et une possibilité de dégâts assez importante, hein, en fonction des cartes de l'adversaire. Par contre, ça, c'est toujours une copie des dégâts, ou de la puissance, le cas échéant, hein, avant modification. Donc, si votre adversaire a 2 dégâts et un pouvoir dégâts plus 4, au hasard, hein, c'est pas forcément un exemple réel, vous n'avez que les 2 dégâts de base qui sont copiés. Stop pouvoir. Donc ça vous permet de contrôler l'adversaire. Si par exemple, vous avez un personnage un peu puissant en face, qui va... comment dire? On va prendre un exemple. L'exemple d'Istrix qui va vous mettre du poison. Poison 1, minimum 0. S'il met au tour 1, il vous fait quand même 3 dégâts supplémentaires de poison avec un minimum de 0. Donc même s'il ne gagne pas forcément beaucoup de tours après, il peut quand même vous mettre KO avec des faibles puissances. Donc le stop pouvoir va permettre d'arrêter ça. Donc, attaque, confiance. Alors, confiance, pour la confiance, on l'a déjà vu hein, tout à l'heure en abordant les Frozen, la confiance signifie que vous avez gagné le round précédent. Puissance plus 2, ça c'est valable tout le temps avant de faire stop pouvoir. Pareil pour le moins 3 puissance adverse. Alors, vous remarquerez que quand vous avez un bonus
que ce soit à la puissance, aux attaques, à la vie, que ce soit aux dégâts, n'importe quoi, quand vous avez un bonus, en général, vous n'avez pas de limite. Par contre, quand vous mettez un malus à l'adversaire, comme là à la puissance, vous avez toujours une limite. Donc là, moins 3 de puissance, mais vous ne pouvez pas descendre l'adversaire en dessous de 6. Donc s'il a déjà 6 de puissance, le pouvoir de Hong ne lui sert strictement à rien. Donc courage, c'est toujours pareil, hein, quand vous mettez un premier, vous pouvez pareil réduire les dégâts, mais toujours avec un minimum. Minimum 2, c'est toujours intéressant. Alors, stop pouvoir moins de puissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Stop bonus, donc ça marche comme le stop pouvoir mais sur le bonus, hein, c'est pas trop compliqué jusque là. La puissance égale puissance adverse, donc on a vu tout à l'heure pour les dégâts. Pareil, c'est avant modification. Si vous avez par exemple, alors, vous voyez Odile qui a puissance plus 2, mais elle a 6 de puissance de base. Si vous faites puissance égale puissance adverse avec son bas, vous revenez à 6, pas à 8. Et revanche, c'est quand vous avez perdu le tour précédent. Donc voilà pour un tour rapide des dégâts, il y en a peut-être 2-3 autres. De toute façon, vous avez toujours la description du personnage. Alors là, on n'a pas, par contre, si on va sur le repère de Zapatan. Alors, repère de Zapatan, si on prend. Voilà, si on prend Windimore, vous allez voir, il y a. Enfin, quand ça sera chargé, vous allez voir, il y a la description du pouvoir. Pareil, si vous allez sur le site en tant que tel, il y a toujours la description du pouvoir dans les commentaires. N'hésitez pas à bien lire les commentaires. Certains sont parfois inutiles, voire pas très intéressants à lire, mais il est toujours intéressant d'essayer de voir les premiers commentaires. Les premiers commentaires sont les mieux notés. Donc en dehors de la sortie de la carte, les mieux notés vont être les plus utiles, qui vont expliquer à la fois le pouvoir et dans quelles conditions les utiliser. Donc vous voyez, hein, sur le repère de Zapatan, vous avez la description du pouvoir. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir, soit directement sur le site, soit sur le repère de Zapatan. En plus, Zapatan, bon là il y a un petit peu de ralentissement, je n'ai pas non plus une très bonne connexion, hein, soyons honnêtes. Le repère de Zapatan fait beaucoup moins d'erreurs que RDB. Je passe beaucoup par URDB parce qu'il est plus rapide et parce que vous voyez, quand je clique sur la carte, là, je n'agrandis pas l'illustration. Quand je suis sur URDB, alors là ça ne va pas marcher, c'est une vieille carte, ça n'agrandit pas beaucoup. Mais si on prend une carte plus récente, un Raptors par exemple, vous voyez Annie, donc là c'est une carte qui est assez travaillée, si on la regarde comme ça ce n'est pas évident. Si vous cliquez, vous agrandissez, vous voyez bien tous les détails. J'ai pas pris forcément la carte que je préfère, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà pour tout ce qui touche au pouvoir. Donc maintenant on va revenir un peu sur le marché. Alors vous avez plusieurs moyens de gagner de l'argent. L'un d'entre eux est de passer par le marché, mais ce moyen est plus complexe. Ça ne sera pas évident au début. Par contre, vous pouvez être à l'affût des bonnes affaires sur une carte ou sur un clan. C'est ce qu'on appelle le sniping, c'est-à-dire que toutes les secondes vous allez réactualiser la page et si par exemple vous voyez un Muller qui vaut 380 qui est mis en vente à 38, la personne oublie un 0, si vous êtes assez rapide vous pourrez l'acheter. C'est un exemple. Après ça, vous avez d'autres moyens sur le marché. Donc, je vais vous parler des crédits aussi. Avec les crédits, vous pouvez acheter des packs. Donc, je vous conseille d'acheter au moins le crédit de base. Donc, un SMS plus 3 euros, vous voyez, 3 euros plus prix du SMS. C'est très intéressant pour débloquer. Les mineurs, demandez aux parents évidemment. Et après ça, vous obtenez avec ces 3,60 € crédits. Comment les dépenser? Il y en a qui vont dire « je les dépense comme je veux ». Tout à fait. Chacun dépense comme il veut. Toutefois, si vous voulez obtenir plus de sous rapidement, moi je vous conseille les New Blood toutes les 2 semaines, tous les 2 vendredis. Donc là, ça va être le cas vendredi prochain. On sera là on est le 4.
entre le 6 ou 7 août, il y aura 4 nouvelles cartes qui vont sortir. Ces cartes sont mises en vente beaucoup plus cher que leur prix réel pendant les premières heures, premiers jours de la sortie. Quand je dis beaucoup plus cher, ça peut être jusqu'à 10 fois, voire plus encore, leur prix réel. Donc, même si la carte vous intéresse, que vous obtenez un New Blood le jour de la sortie, attendez bien la sortie pour vous faire de l'argent, revendez la carte, même si elle vous intéresse, et vous pourrez la racheter 3-4 semaines après pour la moitié du prix, le quart du prix, 10 fois moins cher, ça va dépendre, mais pour beaucoup moins cher et vous aurez fait un bénéfice. Ce bénéfice, par contre, il est à relativiser parce que quand vous vendez une carte, il y a une taxe. Il y a une taxe de 5% au niveau des cleans qui est prise par Kate. Donc Kate, c'est l'intelligence artificielle, c'est le serveur du jeu. Il y a 5% qui sont récupérés par Kate. Voilà. Donc si vous voulez obtenir de l'argent rapidement avec des crédits, passez par les New Blood le jour de la sortie. Un autre moyen un peu plus aléatoire encore d'obtenir de l'argent, sachant que déjà là c'est assez aléatoire, vous prenez au hasard là-dedans avec le Mega New Blood 7 personnages au hasard parmi ceux-là. Ça peut être les derniers, donc ceux qui apparaissent en haut, Rexweg, Ramar, Gats ou Moro. Ça peut être au contraire les plus anciens, donc Oksana, Fuerza Ciega, Koshiro ou Zedrobi, qui sont moins chers, qui ont moins d'intérêt en termes de marché. Après ça, vous verrez aussi votre propre intérêt dans les cartes. L'autre moyen pour faire de l'argent avec les packs, c'est quand un personnage va passer collector, on a l'annonce du staff 2-3 jours avant. Vous pouvez acheter dans l'absolu des packs. Vous voyez, quand vous faites un pack Elite, vous choisissez. Alors le dernier que j'ai choisi, j'avais choisi des Frozen, des Junks, des Riots et des Pussycats. Vous choisissez 4 clans, ceux que vous voulez. Donc sachant que les collectors sont en général de plusieurs clans, donc vous choisissez les clans des collectors et si vous souhaitez, vous essayez de gagner des collectors avant qu'elles ne le passent et vous savez que leur prix sera multiplié par 10 une fois sorti du pack. Voilà pour une explication rapide du marché. Après le marché, je vais vous parler encore un petit peu de choses avant d'arriver à un bonus. Je vais vous parler de la navigation et je vais vous parler des modes de jeu. Alors, il est peut-être plus intéressant de commencer par les modes de jeu. Donc, on va aller au niveau, voilà, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y a plusieurs modes de jeu en plus du mode classique. Tout à l'heure, j'étais dans le mode classique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune limitation, à part ce minimum de 8 cartes. Si je veux mettre 8 cartes identiques, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas forcément intéressant, puisque justement, avec 8 cartes identiques, on est sûr de ne pas activer le bonus, ça ne sert à rien. Dans l'absolu, si je veux mettre 8 Digicore, 8 Vicky, 8 Jackie, j'ai le droit. J'ai juste pas les moyens. Mais bon, ça c'est autre chose. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ici, déjà, sur les modes plus traditionnels, on va commencer par le training. Donc je vous parlais de Vansar tout à l'heure, qui augmente de 90% l'expérience gagnée. Le training en fait va permettre de très rapidement augmenter l'expérience de vos personnages pour les amener au niveau maximum. Donc dès que vous avez la possibilité, dès que vous avez des nouveaux personnages, allez dans le mode training et faites des combats là-bas. Les gagner ne sert pas forcément, mais vous allez avoir une expérience beaucoup plus rapide pour vos personnages. C'est très intéressant pour vous de ne pas être avec des personnages de niveau minimum. Ensuite de ça, le Coliseum. Alors là, ce sont des événements particuliers mis en place par le staff. Donc, les règles ne sont pas toujours les mêmes, il faudra voir à chaque fois. Par contre, les 3 modes classiques, les tournois quotidiens, les lots et le survivor, ont des règles qui ne changent pas ou très peu. Le tournoi quotidien, si vous débutez, je vous invite à en faire un maximum. Le tournoi quotidien, vous n'avez pas le droit d'avoir de double dans votre deck. Les autres modes non plus d'ailleurs, Elo et Survivor, vous n'avez pas le droit au double. Par contre, vous pouvez, avec les tournois quotidiens, si
vous jouez ne serait-ce qu'un match, vous avez un bonus de 50 cleans à la fin du match, à la fin du tournoi. Donc le tournoi, à l'heure française, c'est toutes les heures paires. Il dure 1 heure. Vous avez 1 heure sans tournoi et vous revenez à 1 heure de tournoi. Donc un seul match suffit à un bonus de 50 cleans. Au début, ce n'est pas forcément neutre, surtout si vous en faites 4-5 comme ça. Ça peut être très intéressant pour gagner 1 ou 2 petites cartes rapidement. Faire juste un match, par contre, n'est pas forcément très intéressant. Si vous faites l'heure de tournoi complète, et même avec uniquement des défaites, vous allez avoir beaucoup de personnes dans ce tournoi qui vont faire un seul match pour obtenir juste les 50 cleans, ou même pas pour obtenir, mais juste parce qu'ils étaient là par hasard au moment du tournoi, qui ne vont pas faire l'intégralité du tournoi. Si vous faites tout le tournoi, même avec que les défaites, vous avez de très fortes chances de vous placer dans le premier tiers du tournoi. Et qu'est-ce que ça change d'être dans ce premier tiers du tournoi? Vous allez gagner en plus un crédit. Un crédit comme ça n'a pas l'air énorme. Vous voyez, les packs minimum, c'est 20 crédits. Par contre, ça permet d'aller rapidement, avec en plus les missions que l'on fait au début, d'aller rapidement à 20 crédits pour obtenir un pack New Blood, voire plus pour un méga New Blood. Alors le méga New Blood est plus intéressant que le New Blood, d'abord parce que vous voyez, pour le double de crédit, on obtient plus de personnages, on obtient 7 au lieu de 6 avec 2 fois 20 crédits, et on a aussi une carte rare obligatoire, sachant qu'il n'y a jamais de double quand vous prenez un pack comme cela. Donc le tournoi est assez sympa, sachant qu'en plus, si après vous vous classez encore mieux, vous gagnez des petits jetons. Donc ces jetons que l'on voit ici, suivez le curseur, vous avez des jetons de bronze, d'argent et d'or. Je trouve que les couleurs sont assez mal symbolisées pour le bronze et l'argent. C'est un point de vue personnel. Ça n'engage que vous. Ces cartes, ces jetons, vont vous permettre d'aller sur une roue des jetons et de gagner de l'expérience, des cleans, des crédits, et si vous êtes chanceux, une carte collector. Si vous êtes chanceux ou si vous avez beaucoup de jetons. Il faut savoir que si vous avez 100 jetons d'une couleur, vous êtes forcé d'obtenir une carte collector du niveau du jeton. Donc une carte pas chère, moyennement chère ou chère, on va simplifier comme ça. C'est-à-dire que si vous avez 100 jetons or, vous avez des chances d'obtenir un Digicore, vous avez des chances d'obtenir un général, un gourou, etc. Ou d'autres cartes collector peut-être un peu moins puissantes ou un peu moins utilisées, genre une Marlisa, mais qui dépassent déjà le million de cleans et qui sont vraiment très agréables à jouer et qui en plus ont des graphismes assez sympathiques. Je vais vous montrer justement les collectors des Funky Clang, qui sont pour moi les meilleurs, enfin les plus jolis. Vous avez Elia, qui est très belle, vous avez Kérosine, vous avez Marlisa, vous avez là-haut, c'est un petit peu basique, on va dire, mais vous avez quand même quelques très belles cartes. Vous avez celle Nord, vous avez en fait toutes ces cartes collector que je vous montre et que j'ouvre à part pour faire vraiment des zooms dessus, même si ça ne se voit pas très bien. Vous voyez, il y a un soleil ici. Elles sont tirées des bandes dessinées aux éditions Soleil. Donc c'est pour ça qu'elles sont passées collector très rapidement. Vous voyez ici, sorti le 17 novembre, passage collector le 31 mai de l'année suivante. C'est resté 6 mois seulement dans les packs, ce qui est assez court au final. Mais ce sont des très belles cartes et qui sont aussi puissantes. Là vous voyez, pour 3 étoiles, si vous avez le bonus et le pouvoir qui passent, ce n'est pas toujours le cas, mais si les deux passent, vous avez une 8-7 pour 3 étoiles. C'est plus que correct. Donc voilà pour les gains de collector. On va se mettre sur une autre page que la boutique au perso. Après on va croire que je vous incite à acheter. Les achats ne sont pas obligatoires, sauf le premier, qui est très fortement conseillé, qui n'est même pas obligatoire.
Après, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez votre argent. Les mineurs, ce sont les parents qui gèrent, mais c'est vous qui voyez, il n'y a pas d'obligation. Au contraire, au début, peut-être acheter 2-3 packs, c'est sympa au début, mais c'est sympa aussi d'arriver à gagner les personnages par nous-mêmes. Donc, on va se mettre sur la collection. On va se mettre sur la collection pro, juste pour le fun. Je vous expliquerai après ce que c'est. On va continuer avec les modes de jeu. Alors, les lots. Alors là, les lots, c'est quelque chose de très particulier. Les points Elo à la base servaient au classement pour, enfin ils servent toujours au classement pour les jeux d'échecs. C'est un classement mathématique assez particulier, hein, c'est pas un calcul simple. Je vous laisse regarder sur internet comment ça se passe pour le calcul. L'Elo, en gros, c'est un tournoi qui ne se passe pas sur une heure, contrairement au tournoi quotidien. C'est un tournoi qui se passe sur une semaine. Sur cette semaine, dès que vous gagnez un match, vous gagnez des points. Dès que vous perdez un match, vous perdez des points. Sachant qu'en plus, si vous avez un classement intéressant, si vous dépassez, je crois, les 1200 ou 1300 points Elo, sachant qu'à la base vous êtes à 1000, si vous dépassez ces 1300 et que vous ne jouez pas, vous perdez régulièrement des points Elo. Alors, ce mode de jeu est très complexe. Il a des limites assez drastiques, des personnages interdits en permanence, d'autres personnages interdits suite au vote des joueurs. Après ça, il faut faire des bons decks avec un maximum de 25 étoiles. Donc, autant vous dire, ce n'est pas facile. D'autant qu'il y a une limite supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas faire ou difficilement faire du two-shot puisque les points de vie sont ramenés à 14 au lieu de 12 habituellement. Par contre, si le mode est très difficile, il est aussi très gratifiant. Les récompenses sont assez énormes. Vous avez des récompenses en collector, des récompenses en jetons, des récompenses en cartes rares, des récompenses en crédit, des récompenses en cleans. Donc vous pourrez voir dans les règles du jeu et FAQ, on va y aller. Donc vous voyez, alors ça doit être dans la partie le jeu, mode de jeu, ou alors les gains en jeu. Non, ça va être dans le mode de jeu, le mode Elo, gain Elo. Donc le premier déjà il gagne 50 crédits. Si les personnes dans le top 100 peuvent gagner une carte collector, 12% de chance malgré tout, c'est pas si peu que ça. Puis il peut y avoir des collectors intéressantes, hein, pareil, on peut tomber sur le Big Five. Après ça, quand on dépasse les 1200 Elo, on a un peu moins de chance de gagner une carte rare, mais ça arrive. Et après ça, on gagne des crédits. Il faut savoir que dès qu'on dépasse les 1000 Elo après 5 combats, il faut quand même avoir fait 5 combats, mais si on a fait plus de 5 combats, on gagne automatiquement 2 crédits. On gagne aussi une partie du jackpot. Enfin bref, c'est vraiment des récompenses qui sont très très importantes, qui sont à la hauteur de la difficulté du jeu. Et pour finir, le Survivor. Alors, le Survivor, c'est encore un mode de jeu un petit peu différent. Le but, le nom le laisse entendre, c'est de survivre le plus longtemps possible, de faire un maximum de victoires sans défaite. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais d'abord c'est jamais facile de faire beaucoup de victoires de suite. Ensuite, il y a aussi des changements, à savoir que plus vous allez faire de victoires de suite, et moins vous aurez de piles à la base. Donc c'est compensé en augmentant vos points de vie, ce qui est intéressant aussi. Ça demande des stratégies différentes, mais il faut savoir que vous commencez avec moins de piles. Donc dès que vous avez commencé avec 3 victoires, dès que vous avez dépassé les 3 victoires, vous commencez avec 11 piles et 13 points de vie. Et après ça, donc pareil, hein, je vous laisse voir là-dedans, dans les règles, je vous ai montré comment y arriver. Hein, donc vous laissez sur jouer et règles du jeu et FAQ, vous verrez hein, les différents paliers de Survivor. Le Survivor
est intéressant parce qu'il permet de voir ses limites d'une autre manière. Il est aussi intéressant pour les gains en crédit. Parce que vous voyez, chaque jour, on peut gagner 20 crédits. À condition d'être excellent, hein, c'est le premier uniquement, mais même dans les 10 premiers, c'est 5 crédits. C'est intéressant. Sachant qu'en plus, dans la semaine, il y a des gains supplémentaires. Et au mois, il y a encore des gains supplémentaires. Il y a largement de quoi gagner beaucoup de crédits. Si on se débrouille. Alors, voilà pour les modes de jeu. Je devais vous parler d'autre chose, tout simplement la navigation dans le site. Alors, où naviguer, où aller, que faire? La navigation, donc, elle est assez simple sur le site. Je ne vous parlerai pas de la version mobile. Je ne la connais que très peu, je ne l'utilise que très peu, et elle est très limitée par rapport à ça. Vous avez la partie jouée. Donc, partie jouée, on peut retrouver, si vous cliquez directement dessus ou si vous cliquez là, vous arrivez sur le choix des modes de jeu. Donc, on peut arriver en training. Celui-ci aussi en training, c'est du training sans piles. Alors, il faut avoir au minimum 3 cartes non évoluées et tous les pouvoirs et bonus qui concernent les piles ne sont pas pris en compte, il n'y a pas de piles à la base. Le but du training pour moi, c'est de faire des matchs au plus vite pour augmenter le niveau de ses personnages. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Chacun peut y voir une chose différente, y compris pour les pools pour faire du commerce. Je vous laisserai chercher ce que sont que les pools. Par contre, on peut choisir les tournois quotidiens, le classique, le solo, les lots, le survivor et le duel. Le duel, c'est jouer contre Kate directement, sachant que chaque jour vous pouvez gagner un perso. Ça peut être très intéressant hein, pour vous, mais les combats ne sont pas faciles. Hein. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Alors, les combats sont adaptés, hein, mais vous allez voir le niveau des personnages en face de moi. Donc ici, on a Gork. Alors, le contre-coup, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous gagnez le combat, enfin le round avec votre personnage, vous allez vous-même vous infliger un poison. Alors, ce n'est pas le poison le plus puissant, si vous le mettez après un autre personnage, ce n'est pas dramatique, mais quand même, c'est un peu dommage de se faire mal. Alors, Solomon, il a le pouvoir tie-break. C'est le dernier leader qui est sorti, c'est le seul qui ne se gagne pas avec les niveaux. Il se gagne avec des missions. Et tie-break fait que, en cas d'égalité à la fin des 4 rounds, si on a le même nombre de points de vie, c'est celui qui a Solomon qui gagne. Sauf si les deux joueurs ont Solomon, évidemment. Alors, Buddy, c'est une 8-5 mais courage plus 3 de vie. Donc s'il joue en premier dans le round, il va gagner 3 points de vie s'il remporte le round. Hein. C'est toujours dans cette condition-là, et Sled qui protège son bonus. Alors, là, il a fait une erreur. Alors ce n'est pas une erreur en soi, hein, c'est tout à fait utilisable, mais c'est d'utiliser des rescues en biclan. Alors déjà, biclan, avec un leader, on peut, vous voyez, je vous avais dit 4 cartes d'un clan et 4 cartes d'un autre. Vous pouvez, à la place, mettre 4 cartes d'un clan, 3 cartes d'un autre et un leader. Par contre, vous pouvez très bien, dans ces conditions-là, vous retrouver avec 2 cartes sans bonus. C'est un petit peu dommage. Pour le coup, pour moi, ça fait trop de cartes sans bonus, trop de risques de cartes mortes. Franchement, je ne le conseille pas. Et donc oui, c'est une erreur pour moi de mettre les rescues en biclan, parce que vous voyez, c'est du support. S'il avait 4 rescues, il aurait été à un support attaque plus 12. Là, il est à support attaque plus 6. Et c'est beaucoup moins intéressant. Alors, les miens, donc, c'est des pouvoirs plus classiques. Donc, FT, stop bonus. Jackie, stop pouvoir. Lady qui va diminuer les dégâts de l'adversaire. Et Van Ecton qui va faire croissance puissance plus 2. C'est intéressant, mais c'est pas passionnant. Alors, moi je vais bluffer un peu sur Jackie, c'est une carte très puissante, mais je vais mettre un seul Pills, et on va voir comment va réagir Kate en face. Normalement, elle n'est pas censée savoir combien je mets de Pills. Donc
on va voir comment il va réagir, voir s'il met beaucoup de piles pour passer un personnage et faire beaucoup de dégâts, ou au contraire, s'il il laisse passer Jackie, qui est un personnage très puissant, qui est mon plus puissant. On va voir. Oui, voilà, vous voyez, il ne met pas, il n'a pas mis de piles, il a laissé passer Jackie. Donc, pour un seul piles, j'ai infligé 6 dégâts, soit la moitié. Alors, ici, on va avoir courage plus 3 de vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous voyez, comme je disais, hein, là on ne sait pas combien l'adversaire a mis de piles. Alors, franchement, plus 3 de vie déjà ça me gonfle. Je voulais juste vous montrer un peu les personnages qu'elle pouvait utiliser. C'est toujours ça peut être des très grosses cartes. Je suis tombé sur des cartes beaucoup plus grosses que ça encore. Là, je vais abréger le combat si je peux, en espérant qu'il n'ait pas mis 12 piles sur Buddy. Je stoppe son bonus en plus. J'ai le mien qui est actif. Donc c'est largement bon, je gagne. Donc toujours cette petite animation classique, hein, qu'on peut d'ailleurs supprimer. Si vous faites assez de duels, vous pouvez gagner une carte. C'est intéressant pour débuter. Pareil, vous avez une partie solo. Alors la partie solo, vous avez 4 parties. Et il faut arriver à gagner un certain nombre de fois et avec des cartes particulières. Vous voyez, pour gagner la médaille d'or, vous devez compléter ce niveau en utilisant un deck solo 16 étoiles. Donc c'est-à-dire que contre l'IA, on ne peut pas utiliser plus de 16 étoiles. Alors, actuellement, ce deck-là est aussi composé d'un deck à 16 étoiles, mais avec déjà des belles cartes. Hein. Vous voyez une Marlisa qui fait qui est une 7-4 stop bonus pour 2 étoiles, c'est pas mal. Chan qui a 10 de puissance, ça fait une 10-3. Alors, bien sûr, c'est à condition hein, que bonus et pouvoir soient activés, mais c'est vraiment des cartes très correctes. Et vous voyez, plus vous allez loin et plus c'est compliqué. Donc là, vous voyez, vous devez avoir un deck de type Elo, donc pas plus de 25 étoiles, et vous avez des cartes qui, elles, ne sont pas du tout Elo. Donc par exemple, Listeria, qui est extrêmement puissante, qui est interdite Elo. Là, vous allez la retrouver. Et ça fait très mal. Donc après, si par contre vous gagnez l'intégralité des médailles d'or, il y en a 14, vous gagnez des récompenses assez correctes. Ça va être extraordinaire. Voilà globalement pour la partie jouée, pour savoir comment aller dans les modes de jeu. Donc ici vous avez les règles du jeu et les FAQ, elles sont très bien faites, il faut naviguer un petit peu dedans, je vous invite à le faire. Ici vous avez tous les personnages. Il faut savoir, quand vous n'avez pas un personnage, par exemple je n'ai pas Sumsam, je vais vous montrer, quand vous n'avez pas un personnage, vous ne voyez pas les graphismes au niveau max. Ce n'est pas dramatique, mais si vous cherchez justement des informations sur un personnage, autant aller sur le repère de Zapatan, donc ur.xephon.org, qui est très complet, ou sur URDB pour mieux le voir, pour pouvoir agrandir les personnages. C'est vraiment très sympa de passer par là. Après ça, les classements, donc là c'est juste pour savoir où vous vous classez, où se classent vos amis, qui est le premier de la semaine du mois. À vous de voir si ça vous intéresse. Les modes de jeu, donc on a vu tout à l'heure. Et ici, les comics, vous pouvez avoir accès à certaines BD. Donc si vous descendez, alors oui, il y avait une manipulation à faire. Je vous la montrerai la prochaine fois. Le staff m'avait redonné les explications sur comment faire. Il y a quelques bandes dessinées. Alors là, vous avez par contre surtout les informations sur les mangas. Les mangas sont sympas, ils changent un peu, ils sont très particuliers, mais franchement moi j'aime beaucoup, je vous les conseille. Je ne vous dirai pas l'histoire pour ne pas vous spoiler, parce que je ne vais pas savoir où m'arrêter, mais en très gros, c'est des personnes qui jouent à Urban Rivals, sauf qu'ils jouent d'une manière un petit peu différente de la nôtre. Voilà. Après ça, la collection. Donc je vous avais dit qu'on reviendrait sur la collection Pro aussi. Alors, quand vous allez sur la collection normale, donc là vous avez un récapitulatif des personnages. Alors, vous voyez, moi j'ai plusieurs doubles, j'avais obtenu plusieurs packs avec Césarée lors de sa sortie.
c'est très mal pratique de voir ça comme ça quand on a beaucoup de personnages. Vous voyez, moi j'ai 163 pages alors que j'ai 52 personnages par page qui est le maximum. Donc c'est très mal pratique. C'est bien pour les voir, mais c'est sans intérêt. Donc on peut passer par ma collection pro. Et alors vous allez voir, déjà, quand vous regardez les Césarées, ils n'apparaissent tous regroupés qu'en une fois. J'en ai 26, ce qui n'est pas très utile, hein, je vous l'accorde. J'en ai 26 qui sont regroupés en une seule fois. Ça permet de faire un deck si vous voulez par exemple mettre un Césarée, hop, je déroule, je choisis et je remets sur l'état de base. Donc voilà, hein, après bon, je fais le deck au hasard, il n'y a pas de cohérence, mais vous voyez c'est très facile à utiliser. Vous pouvez choisir uniquement un clan et puis classer. Alors, de base c'est classé par nom. Pour faire le deck en soi, c'est pas forcément très pratique à moins que vous sachiez exactement qui vous allez mettre. Vous pouvez les classer par puissance. Alors, de base c'est toujours ordre croissant, donc c'est un peu dommage parce qu'on cherche plutôt les grosses puissances, mais vous allez avoir classement par puissance, par dégâts, par niveau. Alors, par niveau, ça peut être très utile quand vous faites un deck pour du tournoi ou pour de l'élo, puisque vous cherchez à ne pas dépasser un certain nombre d'étoiles. Donc, le classer par niveau, ça peut être bien. Par pouvoir, si vous avez des missions, si vous savez que vous avez des missions où il faut gagner de la vie, bah voilà, vous faites classer par pouvoir les rescues, plus 2 de vie, plus 2 de vie, plus 3 de vie, plus 3 de vie. Voilà, très rapide. Donc par clan, là j'ai choisi les rescues, c'est pas très utile, sachant que quand vous faites le tri par clan, ça classe par nom aussi. Hein. Donc, quand vous les avez tous, c'est le tri vraiment de base. Vous avez le tri d'abord par clan, puis par nom. De même, si vous faites le tri par puissance, vous avez d'abord un tri par puissance, puis par dégâts. Par bonus, alors là pareil, ça rejoint un petit peu le clan, mais d'une manière différente, par rareté et par quantité. Pareil, rareté, donc vous voyez, on a les communes, après ça on a les unco, les rares, les collectors et les légendaires. Vous voyez, collector et légendaire. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi trier par quantité. C'est très bien fait, très pratique pour faire votre deck. Ensuite, donc la partie mon deck, vous voyez votre deck, hein, c'est assez sympa. Ça vous permet de voir très rapidement ce que vous avez. En particulier, moi je m'en sers beaucoup de cette partie-là quand je fais des évolutions dans la partie training, donc dans le hangar. Je regarde qui il me reste à évoluer, ça me permet de savoir où j'en suis. Ça me permet aussi de ne pas avoir besoin de retourner à chaque fois sur la partie ma collection pro. Après ça, donc le market, vous pouvez acheter des persos, enfin je vous laisse voir, hein, ça parle de soi. La boutique pour obtenir des personnages ou des ventes aux enchères. Vous pouvez créer des ventes aux enchères. Les missions, alors là on en a peu parlé. Les missions, en fait, quand vous faites des combats, vous avez des missions. Par exemple, si vous finissez 5000 combats, même pas forcément gagner, hein, juste les finir, vous gagnez 500 cleans et 300 points de mission. Les points de mission servent juste à regarder entre amis qui se classe où. Vous voyez, moi je me classe 7ème dans la guilde seulement, ce qui n'est pas extraordinaire, mais on s'en fiche un peu. Par contre, il y a d'autres gains, vous voyez, si vous gagnez 5000 combats, par contre, vous gagnez 10 crédits. Et ça commence à être plus intéressant. Voilà. Vous avez ici les missions terminées et missions expirées. Donc mission expirée, c'est par rapport aux New Bloods. Les personnages qui sortent sont dans les packs New Bloods, mais au bout de quelques semaines, ils sortent de ces packs. Et une fois qu'ils ne sont plus dans ces packs, les missions qui n'ont pas été commencées sont expirées automatiquement. Vous avez les missions légendaires. Donc ces missions légendaires vous permettent de gagner les personnages légendaires actuels. Donc il y en a 5. Là, moi j'ai déjà les persos, hein, donc ça ne m'intéresse pas particulièrement de refaire les missions. Quoique si on les refait et qu'on arrive au bout, on gagne 10 crédits, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, on peut gagner toujours 5 personnages légendaires, les 5 derniers. Donc là, Chopper. Hein. Alors, le suivi est un peu particulier des missions pour Chopper, parce que vous allez voir, en fait, ce n'est pas une série de missions comme pour les autres. Vous avez plusieurs séries de missions et vous choisissez celle qui vous convient.
Donc en tournoi quotidien, en survivor, en elo, en classique. Sachant qu'il faut quand même commencer par infliger 10 dégâts. Concrètement, 10 dégâts, c'est un match gagné ou même perdu. À la limite, vous pouvez faire 10 dégâts sur un match perdu. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Après, vous choisissez. Alors, moi, j'ai fait les missions classiques. Ça ne m'empêche pas de faire les autres, mais c'est vraiment les plus simples. Elles sont parfois un peu longues, surtout l'avant-dernière, mais elles sont très faciles à réaliser. Et pour finir, vous avez les missions leaders. Donc là, ça vous permet de savoir comment gagner les leaders. Par exemple, Éclore, tout simplement niveau 40. Eric, niveau 30. Donc voilà, si jamais il y a un leader qui vous intéresse, vous regardez ici et vous savez quel est le niveau qu'il vous faut atteindre pour gagner ce leader. Donc voilà pour cette partie mission. La partie guilde, donc vous pouvez rechercher une guilde. Donc là il y a ma guilde qui apparaît directement et le forum de la guilde. Donc le forum de la guilde, il est tout bien fait, hein, je trouve, mais on peut difficilement trier. C'est un peu dommage, on ne peut pas vraiment faire de tri. C'est un point de vue personnel. Donc si on va sur la partie de ma guilde, on peut voir donc les bonus de guilde, on peut voir donc les administrateurs, hein, donc Shamurai notre fondateur, Vascro qui comme moi va faire des vidéos, Ten, Joker, moi-même, Wallace, Booba, enfin voilà, ça permet de voir assez facilement. Après on peut voir l'intégralité des membres, là on a des options, donc c'est uniquement choisir par les administrateurs, enfin c'est assez intéressant. Après ça on a la communauté, donc les forums, il y a pas mal de forums, donc pour les ventes, si jamais vous cherchez quelque chose de particulier à pas cher, vous pouvez passer par ces forums-là. Ça peut être plus pratique que par le marché, hein, si vous avez vraiment une requête spécifique. Présentation et recrutement, si vous cherchez une guilde, vous pouvez vous présenter, leur demander, ou voir lesquelles sont présentes. Tournois et événements, enfin bref, il y a plusieurs types de forums. Et franchement, si vous voulez vous spécialiser dans un mode, que ce soit l'Elo, le Survivor ou les TQ, donc TQ c'est tournoi quotidien, hein, vous pouvez aller sur les forums de stratégie. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours même correct, mais c'est pas mal fait. Et surtout, vous pourrez vous poser vos questions, les réponses vont venir plus rapidement maintenant, puisque il n'y a plus besoin de la validation d'un administrateur ou d'un modérateur avant que le message n'apparaisse. Donc, bon, la partie mes messages, mes amis, les presets publics, pareil, je vous invite à y faire un tour. Franchement, ils sont très bien. Vous pouvez choisir le format de deck, le mode de jeu, les clans. Vous avez vraiment toutes les possibilités, hein. Et c'est très, très pratique si jamais par exemple vous vous dites je voudrais faire un biclan Geist et puis truc complètement au hasard, hein, Django, c'est vraiment au hasard. Voilà, vous les avez là. Après ça, vous pouvez choisir. Donc là, ils sont triés par date automatiquement, mais vous pouvez les trier par popularité, par ordre décroissant. Donc le meilleur, il a 1510 points, ce qui est quand même 1672, pardon, ce qui est quand même un bon score, 1600. Et après ça, vous regardez ce qu'il y a dedans. Donc, on va juste par curiosité d'ailleurs, je vais vous montrer un peu. Hein, vous voyez, c'est valable pour le T1. C'est étonnant qu'ils mettent à la fois T1 et T2. Non, ça ne charge plus. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une connexion à la main. Ici, les événements, vous pourrez les créer à partir du niveau 40, il me semble, mais vous pouvez participer assez rapidement à des événements. En particulier, il y a des loteries régulièrement qui sont organisées, qui sont gratuites. Les formats de deck, sites de fans, les goodies, mangas, figurines, bon là c'est pas le plus intéressant. Et ici, alors cette partie-là est très intéressante, très importante. Pour les mineurs, vous avez une lettre aux parents. Pour les autres, vous avez les modérateurs en cas de problème, le contactez-nous en cas de problème. N'hésitez surtout pas. Les modérateurs, les administrateurs sont extrêmement présents. Ils répondent bien, ils répondent vite, ils sont aimables. Si vous avez le moindre problème, si vous avez des questions qui ne peuvent pas passer par les forums, surtout, n'hésitez pas, il peut y avoir des raisons importantes de les contacter. Si jamais vous avez
des vols, des tentatives de vol ou d'arnaque, si vous avez des insultes, surtout contactez-les. Voilà, donc là on est arrivé donc sur le deck, hein, on voit un peu ce qu'il a mis. Alors, moi j'aime beaucoup cette carte, c'est l'une des premières que je me suis acheté, Léviathan. C'est un double stop pour 3 étoiles seulement. Et 6, 5. Donc c'est pas des grandes caractéristiques, mais c'est quand même un bon double stop. Voilà, je l'aime beaucoup. Après ça, bon, il y a 2-3 autres. Là, il manque un peu de puissance hein, quand même, je trouve. Bon, là, il y a 7 de puissance. Là, par contre, il y a plus de puissance sur les Django, mais je trouve que c'est assez déséquilibré. Donc, je vais pas mettre de... On peut évaluer hein, le deck. Je n'apprécie pas particulièrement son deck, je le trouve un peu déséquilibré. C'est peut-être un point de vue personnel, mais il a l'air assez sympa quand même. Et puis, bon, bah, il dit 1510 Elo, donc forcément, c'est... Même déséquilibré, c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Et vous voyez ici, vous avez la valeur du deck qui est résumée. Donc 123 000 pour un débutant, c'est peut-être un peu beaucoup. Pour moi, qui ai de toute façon les personnages, ça n'est pas particulièrement problématique. Le seul personnage qui est vraiment cher, c'est Hong. D'ailleurs, vous voyez, il a été pris pour de l'élo, et maintenant, Hong est interdit en élo. Donc de toute façon, ce deck ne pourrait pas fonctionner en élo. Après ça, vous pouvez hein, donc vous faire vraiment vous faire une idée. Le deck n'est pas si mal. Enfin, n'est pas si mal. Je suis mal placé hein, pour juger puisque je ne fais pas d'élo. Mais le deck est sympa. Donc voilà. Après ça, maintenant, on va bientôt arrêter là. Je vais juste vous faire une petite partie bonus, une partie pas forcément intéressante comme le reste, pas forcément une partie de présentation, mais une partie amusante. Et sur cette partie-là, je vais vous parler des one-shotters du jeu. Alors, les one-shotters du jeu, on va passer directement par URDB, ça sera peut-être un peu mieux. Vous en avez relativement peu. Vous n'en avez que dans 4 clans. Alors, parmi ces 4 clans, vous en avez 2 qui sont assez évidents, ce sont les clans à augmentation de dégâts. Vous avez les Fang Piklang, vous avez la Runta, qui est l'autre clan à augmentation de dégâts, et vous avez 2 autres one-shotters qui sont dans les Nightmares et les Geist. Donc, le premier des deux s'appelle Colosse. Je vais commencer par Nightmare et Geist. Donc, Colosse, un one-shotter, vous voyez, 7 de puissance, 6 de dégâts, 4 de dégâts, pardon, stop bonus, dégâts plus 6. Donc, si tout passe, c'est une 7-10 stop bonus. En soi, c'est déjà correct. Si vous mettez la furie, ça fait une 7-12, donc il peut tuer l'adversaire en un coup. C'est intéressant, personnellement je fais relativement peu de one-shot en général, je l'utilise plus pour le bluff, je mets 3-4 pills. S'il met un réducteur de dégâts, ça me fait quand même en général au moins 5 de dégâts, à de rares exceptions près, pour 3 pills, c'est toujours valable. Ou alors au contraire il va chercher à mettre un maximum de pills pour le contrer, et après ça moi je suis tranquille pour passer mes autres personnages. Dans le Geist, vous avez une carte beaucoup plus récente, qui est d'ailleurs inspirée de Colosse, puisqu'il s'agit de Mecha Colosse. Donc 7-6, riposte dégâts plus 4. En soi, les statistiques sont un petit peu meilleures, puisque de base, sans avoir besoin du pouvoir, il a 2 dégâts supplémentaires. Le bonus, c'est vraiment à vous de voir hein, si vous préférez un stop bonus ou un stop pouvoir. Et par contre, le pouvoir, lui, ne peut être activé que en riposte, que si vous êtes le deuxième à jouer dans le tour. Donc c'est bien, mais un peu plus compliqué à placer parce que Colosse, vous pouvez le placer n'importe quand sur le match. Et après ça, donc on va passer donc aux deux clans. Alors je ferme les onglets en même temps. Les 2 clans à augmentation de dégâts. Personnellement, j'ai tendance à préférer la Runta. Donc on va commencer par les Fang Piklang. Vous avez donc dans les one-shotters, alors que je les retrouve, hein, je ne les connais pas tous par cœur, on va essayer de ne pas en oublier. Donc vous avez le premier qui est Kinjo, qui fait plus 5 de dégâts entre bonus et puissance pour 6 de puissance. C'est pas énorme, c'est pas mal, c'est amusant, sans être bon c'est amusant.
Après ça, vous avez là-haut. Alors, une puissance très faible, mais un stop bonus qui est toujours très agréable. Ça peut être utile, par exemple, contre des clans comme les All-Stars qui n'ont pas des très grandes puissances, qui s'appuient justement sur la réduction de la puissance de l'adversaire. Là, vous avez le Stog. Donc, pareil, petite puissance, mais qui n'a même pas de stop bonus, et qui a moins 5 attaques adverses. Franchement, c'est pas extraordinaire. C'est plus pour s'amuser. Hein. Pareil, je l'avais pris au début pour m'amuser. Je m'étais fait un deck one-shot, mais je l'ai vite arrêté. J'avais aussi utilisé Ryuichi vu que j'avais mis Timber dedans. Donc avec le dégât plus 1 de Timber, je pouvais y aller assez facilement. Après ça, celui-ci est assez particulier. C'est-à-dire que de base, il a des très gros dégâts. Mais pour compenser ça, il a ce pouvoir dégâts égal dégâts adverses. Donc il faut le jouer soit contre un personnage qui a 8 de dégâts, soit contre un stop pouvoir pour pouvoir faire du one shot. Autant vous dire que c'est pas toujours facile parce qu'on le voit venir de loin. Voilà, après ça je crois que c'est tout. On va regarder vite fait. Oui, c'est tout pour les Funky Clans. On est déjà à 4 one-shotters contre 1 pour les Geist, 1 pour les Nightmares et 0 pour les autres clans. Alors, ici, on va passer à la Runta, qui a pas mal de one-shotters aussi. Alors, le premier qui apparaît, c'est Dakot. Dakot est un peu particulier. Il faut qu'il soit contre un stop pouvoir, un peu comme notre dernier Funky Clan que nous avons vu, mais à ce moment-là, il n'a plus besoin de la furie. C'est le seul one-shotter qui n'a pas besoin d'activer la furie pour faire du one-shot. Par contre, pareil, autant vous le dire, on le voit venir de loin. Après ça, Général CR, le one-shotter par excellence, avec un stop pouvoir, dégâts plus 2, très puissant, des stats brutes, donc de 7-8 qui sont assez énormes. Il n'y a que très peu de stats brutes supplémentaires. En 8-8, il y en a 4. Il y a Digicore, il y a Kiki, il y a Uktul et il y a Cortez. Voilà. Je vais revenir... Oh non, je vais vous le montrer tout de suite. Flavio, c'est un personnage complètement nul, mais très amusant. Vous voyez, 1-8. Là, pour le coup, si vous arrivez à le placer, personne ne le verra venir. On ne va pas s'embêter à vous mettre un stop pouvoir, on ne va pas vous mettre un réducteur de dégâts, on ne va pas vous mettre un stop bonus. On va vous mettre un personnage avec 1 ou 2 pills, mais c'est tout. En même temps, un personnage avec 1 ou 2 pills, sachant que vous avez maximum 12 pills, donc 12 plus 1, 13 fois 1, 13 attaques, 2 pills, ou même une pile sur une Gatling, vous voyez, c'est bon, ça passe, on vous le bloque. Si vous arrivez à faire un one-shot avec Flavio, chapeau. Après ça, il doit y en avoir un dernier, le one-shotter. Alors, elle est où, Raven? Elle est là. Alors, celle-ci, elle est très sympathique, très agréable à jouer. Et les joueurs débutants n'ont pas tendance à voir qu'il s'agit d'un one-shotter. Parce que c'est un pouvoir qui est en support, donc il doit se jouer en monoclan. C'est un pouvoir qui n'est pas en dégâts, mais en vie adverse moins. Donc avec un minimum de 0, donc là c'est bon, on peut quand même faire du one-shot. Mais très peu de joueurs débutants, très peu de joueurs qui n'ont pas l'habitude de la jouer, ou de jouer contre de jouer régulièrement, à défaut de jouer contre elle, voient qu'il s'agit vraiment d'un one-shotter. Donc, c'est un personnage très sympathique, très amusant, et avec quand même une grosse puissance. De 8, il y a eu des 9 de puissance qui sont sortis récemment, mais c'est vraiment une minorité. Donc, voilà pour les one-shotters. Ce n'est pas forcément utile de les acheter, de les utiliser. Vous avez d'autres cartes qui sont très bonnes. J'ai envie de dire même beaucoup de cartes qui sont meilleures que les one-shotters. Les one-shotters, on a tendance à les voir venir de loin. Il vaut mieux les utiliser non pas pour du one-shot de manière générale toujours, hein, mais pour faire peur à l'adversaire et le forcer à mettre des pills, afin de soit infliger quelques dégâts, soit lui faire perdre beaucoup de points de vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'essaie de vous refaire une vidéo d'ici 2 semaines, peut-être un peu plus courte, parce que là 2 heures c'était beaucoup. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, bon jeu, et j'espère vous voir sur Urban Rivals bientôt. Allez, salut!